Wesh wesh les amis et bon anniversaire à Tarja, bon anniversaire à toi, 23 ans, le bel âge. Encore une fois, bon anniversaire, bienvenue dans Et l'Europe Bordel, l'émission qui parle des élections européennes et de l'Union Européenne, décryptage, pédagogie, réponse à vos questions. Et il y en a bien besoin quand on voit ce que certains peuvent sortir comme carte de l'Union Européenne. Juste au-dessus de moi, là, vous avez un très bon exemple d'une carte qui est censée être celle de l'Union et qui, en fait, je ne sais même plus ce que c'est, ça ne correspond à rien. Il y Oui, a l'Ukraine, la Biélorussie, la Turquie, la Norvège, l'Islande, enfin, c'est un conseil de l'Europe, mais même sans la Russie, enfin, j'avais trouvé ce que c'était et j'ai oublié il y a je, longtemps. je crois que c'est le projet européen de cette personne. Même pas, même pas. En fait, j'avais cherché et j'avais tapé en anglais carte de l'Union Européenne et c'était les premiers résultats à Google. Et ils avaient pris ça. C'est formidable. Voilà. Wesh wesh. Et me voilà. Alors nous sommes en direct de Strasbourg, puisque vous voyez le Parlement européen derrière moi. Non, c'est pas vrai. On est toujours dans nos studios, mais par contre, nous avons ce fond-là car c'est une seconde édition de l'émission Et l'Europe Bordel, sans invité ni canapé. Désolé pour des raisons techniques et aussi des raisons qu'il n'y a pas d'invité. On va discuter de fond et d'histoire européenne. Pourquoi pas d'invité? Eh bien, les invitations sont lancées et il y a des pistes en cours, mais les calendriers des eurodéputés sont très remplis et on ne connaît pas encore toutes les deux listes non plus. Donc, Surtout en plus c'était la session plénière cette semaine à Strasbourg, donc il y a un oui, peu de en plus. travail Donc, d'une cette part, il y a semaine. ça, et en plus, comme on n'a pas tout à fait le plateau canapé qu'on a eu la semaine dernière, eh bien, nous n'aurons pas pu recevoir les invités dans les meilleures conditions possibles. Salut à toi à nouveau, Jésus. Hello, Axel. Alors, c'est le Conseil de l'Europe derrière. Ah, peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est Non, non, c'est non, le non, Parlement européen c'est de bien. En Strasbourg. tout cas, c'est à Strasbourg, et vous reconnaissez en fait au-dessus du toit là. Là, en fait, ça donne sur l'hémicycle du Parlement européen, si ma mémoire est exacte, car oui, j'y suis allé une ou deux fois au sein du Parlement, c'est un énorme bâtiment. Merci à Tarja pour tes 5 euros. Et mais je t'en prie, on t'a souhaité un bon anniversaire, parce que c'est ton anniversaire, hein. On l'aurait pas fait sinon. Sinon on l'aurait Hein, pas du coup. fait, hein. Ou alors on peut souhaiter un joyeux anniversaire, et ben joyeux anniversaire à tout le monde sur le chat. Sauf à Tarja. Un joyeux anniversaire à tout le monde, sauf à Tarja, bien sûr. Euh, Mais oui, c'est le Parlement de Strasbourg, on voit la Seine qui coule c'est la scène de juste. là-bas, ça s'appelle comment? Lille, je crois, hein. Poum poum poum. Alors, donc je serai aussi tout seul dans cette émission car je vous avais parlé la semaine dernière d'un Ok, je m'en partenariat. vais, bonne journée, au revoir. Pardon? Ah oui, voilà, c'est ça. Sylvain m'accompagne. C'est la fin de journée, il craque. Rassurez-vous, il va revenir. Je serai seul à l'écran, n'est-ce pas? Sylvain m'accompagne bien sûr en régie. Et je vous avais parlé la semaine dernière d'un partenariat avec le Torillon, qui est le média des jeunes européens France. C'est toujours en projet, mais nous avons donc un petit conflit de calendrier qui fait que le chroniqueur Pierre ne pourra venir que la semaine prochaine, mais donc il sera là. Nous avons mis en place donc le partenariat, et donc dès la semaine prochaine, je serai avec Pierre qui fera une chronique sur l'actualité européenne toutes les semaines. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la première chronique du Torillon jusqu'à la fin de Et l'Europe Bordel. Donc cette seconde édition de l'émission sans invité ni canapé, on va parler de fond et d'histoire européenne. Parce que pour l'instant, c'est vrai que l'actualité de la campagne électorale n'est pas énorme, elle est plutôt pauvre, on peut le regretter, mais bon, on est quand même loin du scrutin, et même on peut remarquer qu'on a l'impression que certains partis parfois font l'impasse en fait sur les européennes et sont directement passés aux municipales Oh. de 2020. Et oui, Sylvain, Tu... non mais franchement, tu te rends Non mais compte? qui oserait? Qui oserait? Ouais, ouais, franchement, j'ai des noms, mais je ne les sortirai pas aujourd'hui. Euh... Oui, je me disais, je comprenais pas le régicide, mais ouais, non, c'est régicide, Oui, c'est pas effectivement. Régis, hein, mais bon. Par contre, Alors moi, je Régis, pense, c'est un. je vois pas le rapport avec Pokémon, mais parce que je pense que je n'ai pas assez regardé Pokémon. Pour moi, Régis, c'est Régis, c'est un con. Oui, Ce n'est pas c'est Pokémon. pas la même génération, mais Pokémon, c'est Sacha pour moi, il n'y a pas de je Régis. connais les deux, mais il y a un Ah, il y a un Régis. Régis, d'accord. Ouais, ils ont vraiment pris des prénoms de merde pour la version française. Oui, j'ai pensé à qui aurait à y perdre aussi, Fanny, mais je n'ai pas trouvé ça pertinent Enfin, j'ai pas trouvé le moment, la formulation idéale. Excusez-moi, je vais régler un problème technique. D'accord. Eh bien, pendant que Sylvain règle un problème technique. Ah oui. Ah, ok. Il y avait. Ah, j'avais pas vu. Merci. Ouais, il a le sens du détail. Eh bien, donc, alors, tout ça pour dire que certes, il y a des partis qui font l'impasse, mais d'autres qui continuent à y penser, hein. Et nous avons reçu quelqu'un tout à l'heure dans Party Time de Génération, et il se trouve que Génération réfléchit à une tête de liste, hein, malgré tout, et envisagerait de présenter tadadam, Benoît Hamon
parce que de toute façon, c'est la seule grande tête qu'ils ont, une tête d'affiche, hein, bien sûr, pour rendre hommage à Aznavour. Benoît Hamon est en haut de l'affiche, hein, et donc il faut quelqu'un d'un minimum connu pour s'ils veulent pouvoir faire un score honorable en mai prochain, et donc eh bien il n'y a que Benoît Hamon qui réunirait les critères, c'est-à-dire connu et apte à partir à Bruxelles ou Strasbourg. Car de toute façon, pour l'instant, dans les sondages qui sont sortis, Génération fait jeu égal avec le PS, les Verts et le Parti communiste, c'est-à-dire entre 3 et 6%, peut-être 7, ça dépend des sondages, ce qui n'est pas grand-chose. On Et rappelle c'est-à-dire qu'il qu'ils faut... sont sous la menace d'être sous les 5%, et donc ça veut dire 0 élu. Oui, Sylvain. Bah, j'allais dire ça. D'accord, merci. Bah, tu vois, tu lis dans mes pensées. C'est beau. Coucou, salut Joby00, bienvenue à toi. Très bien la copie d'écran, merci Sylvain, elle est Non, pas parfaite. terrible. Non, oh, bon. Bon, bah quand même, bon, donc c'est Hamon, il y a déjà Yannick Jadot pour les écolos, Brossa pour le Parti communiste. Pas de femme pour l'instant, alors ça serait bien qu'il y ait quand même des partis qui présentent une femme un jour, hein, parce que la parité est certes obligatoire, mais elle ne l'est pas pour les têtes de liste. Donc on a évidemment une majorité d'hommes en numéro 1, ce qui mécaniquement entrave la parité chez les élus, puisque les têtes de liste sont plus élus que le reste, bien sûr, mécaniquement, des, euh, des candidats et des candidates. Euh, et donc, si les têtes de liste sont des hommes, et bien déjà vous avez toutes les listes hommes qui sont élus et certains n'ont que la tête de liste élue. Donc, bah, ils envoient juste un homme. Alors, cher En Marche, les Républicains, UDI, Debout la France, les Insoumis, le Parti Socialiste et tous les autres, puisque vous n'avez pas encore votre tête de liste, pensez à nommer des femmes en tête de liste parce que déjà ça fera des invités femmes pour Elor Bordel, et aussi parce que eh bien, la parité, ce n'est pas que mettre un homme, une femme, il faut aussi penser aux têtes de liste et aux têtes d'exécutif, n'est-ce pas? Sinon, eh ben, ça ne sert à rien tout ça. Voici le message qui était passé ce soir, qui vous est offert par Adrien, Voilà, Adrien, enfin bon, qui n'est pas une femme. qui n'est pas une femme, ça, comme dirait Richard Ferrand, non, oui, c'est ça. Mais bon, c'était de mauvais goût, je vais pas la refaire parce que c'était vraiment une mauvaise blague. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui pourrait être tête de liste? On me demande Jésus du ciel. Bonne question. Alors, il y a des noms de femmes qui avaient été évoqués pour En Marche. Ça pourrait être Marine Le Pen pour le Front National, pardon, le Rassemblement National. Elle Euh, n'avait pas dit qu'elle se présenterait pas? Ah, c'est vrai qu'elle est députée. Alors, à moins qu'elle fasse comme à la grande époque où des gens comme François Hollande se présentaient et démissionnaient le lendemain de l'élection pour ne pas être au Parlement européen. Peut-être. Je ne sais pas qui pourrait envoyer une femme en fait. C'est bien le problème d'ailleurs. C'est qu'en fait, il y a tellement de mecs qui trustent les postes à responsabilité que quand il s'agit de trouver des femmes naturelles, qui seraient candidates naturelles, eh ben il n'y en a pas. Pourquoi pas Nathalie Loiseau, la ministre de l'Europe, pour LREM? Elle a pas une grande notoriété, quoi, mais elle connaît Non, le c'est un sujet. peu ça. Ouais, elle connaît le sujet. Maintenant, de toute façon, qui est une tête d'affiche aussi chez LREM, quoi. Honnêtement. Qu'est-ce qu'une tête d'affiche? Qu'est-ce qu'est LREM? Qu'est-ce qu'est Qu'est-ce LREM? que l'Europe? Vous avez 4 heures. J'avais au bac, il y avait qu'est-ce qu'est LREM? J'ai un copain, il a écrit c'est ça, et il a eu 20 sur 20. Bien, bien, bien. Alors, on continue alors dans les anniversaires, hein, parce qu'il n'y a pas que JA ou Tarja, pardon, ou la Constitution française qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, hein, et non plus, enfin, ou hier, hein, puisque hier en fait c'était la fête nationale allemande qui commémore la réunification entre l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est, c'est-à-dire la RFA, République fédérale d'Allemagne, et la RDA, la République démocratique d'Allemagne. RFA c'était l'Ouest, RDA c'était l'Est, c'est-à-dire le bloc soviétique, car les plus âgés comme moi eh bien, sont nés alors qu'il y avait deux Allemagnes, hein, et que Berlin était une ville coupée en deux, capitale de la RDA, mais par contre pas capitale de la RFA, puisque la capitale allemande à l'époque était à Bonn. Alors pourquoi l'Allemagne était coupée en deux, me demanderez-vous? Et alors tu mets pas un drapeau là, Sylvain? Non. Écoute, je suis en train actuellement de faire un tweet. Ah, bon. Je peux pas en même temps mettre un drapeau et mettre un tweet. Alors je vais faire en très simplifié. Alors, salut, bonsoir le Josh, bonsoir. Tu me permets de meubler un peu en attendant le drapeau. Et aussi Joby00 qui nous dit que Marine va devoir éviter les débats. Oui, alors par contre, c'est vrai que c'est plus facile les débats aux européennes parce que déjà il y en a beaucoup moins. La campagne télévisée elle est assez courte et aussi au pire s'il y a un débat c'est entre quelques têtes de liste et donc c'est pas juste un duel, c'est plus facile de s'en sortir. Il n'y a pas de réponse à donner, on peut juste dérouler son texte. Message de service de la part de la régie. J'invite à faire attention au format de fichier que tu m'envoies. Je t'ai envoyé un SVG. Oui.
Ah zut, autant pour En moi, fait, j'ai non, pas fait exprès. c'est un PNG, mais qui c'est marqué point .svg. Désolé. Voilà. Vive l'Allemagne! Vive Vivement. l'Allemagne! Bravo, nos cousins allemands, avec qui la France s'est battue 3 fois en un siècle, mais qui est le ferment de l'Union européenne. Alors, en très simplifié, hein, si vous avez suivi vos cours d'histoire au collège et au lycée, vous savez quand même qu'après la guerre, le pays était occupé et découpé en 4 zones, hein. Une zone française qui était grosso modo la Sarre et puis le Land dont le nom m'échappe qui touche la frontière française. Une zone américaine et une zone britannique et aussi une zone russe qui correspond à la future Allemagne de l'Est. Et même chose pour Berlin qui était coupé avec 3 petites poches américaines, françaises et britanniques et aussi une zone soviétique ou russe, ça dépend comment on le dit. Tarja, le Rhin. Oui, le Rhin, c'est le fleuve qui fait la frontière, mais par contre, le Land, c'est pas le Rhin, c'est bon, La Rhénanie. la Rhénanie-Westphalie peut-être. Je sais pas, le Land qui est juste à côté, voilà, juste qui touche l'Alsace en fait. Et donc au moment de la mise en place du parti à régime, enfin du régime à parti unique dans la partie soviétique, disons, et la future RDA, il y a un petit problème, hein. Les gens se mettent à quitter le secteur soviétique, hein. Ils, comme on dit à l'époque, ils votent avec leurs pieds. Salut le maître loup. Alors de quoi on parle ce soir? Mais j'ai pas fait de sommaire, ça me permet de faire un sommaire. Oui, alors ce soir on va parler de quoi? La Sarre. La Sarre, ça je l'avais dit, la Sarre. Et c'était l'autre land qui me posait problème. Ah oui, c'est plus au sud. Pardon, excusez-moi. J'essaie de suivre, mais c'est pas évident. Je travaille à côté. Le Bade-Württemberg, merci au Oui. Fuin, il y en a qui suivent, merci. C'est ça. Merci. Voilà, sachant que d'ailleurs il a un ministre-président écolo, ce qui est assez unique en Allemagne. Oui, alors pour reprendre le sommaire, parce que je manque à tous mes devoirs, donc ce soir, pas d'invité, parce que pas de plateau chic et pas d'invité tout court. Et donc on va parler de l'unité allemande, puisque c'était la fête nationale allemande hier, et que donc ça commémore la réunification allemande, pas la chute du mur de Berlin, mais bien la réunification, quand le pays est redevenu uni. Ensuite, alors je reprends, on va parler du Parlement européen. Et là, il y a de la masse, hein. Et enfin, s'il nous reste du temps, un peu de Brexit. Hein, un petit sujet bien sympa et très simple. Alors, je prends vos questions. J'ai un peu travaillé le sujet quand même, mais bon, après, il se peut que je me trompe ou que je manque de précision. Donc, vous n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre s'il y a un problème de ce côté-là. Et on essaiera d'en parler le plus précisément possible. Compte sur moi, si je peux te rappeler à l'ordre, je n'y manquerai pas. Bien sûr, mais ça, je sais que tu es là pour ça, je sais que tu es là pour ça, y a aucun problème. Alors, combien de personnes sont parties là comme ça du secteur soviétique et ont voté avec leurs pieds? Entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands quand même qui ont fui la RDA entre 49 et 61, ça fait beaucoup de monde. Et en plus, c'était souvent des jeunes actifs, donc ça pose des problèmes de main-d'œuvre à la nouvelle Allemagne de l'Est, hein, qui a besoin de se reconstruire. Elle a été ravagée par la guerre. Puisqu'elle est bombardée par, et d'un côté l'armée rouge et de l'autre les alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et un peu les Français, et, euh, et aussi bien sûr la perte de prestige du futur régime communiste qui était en train de se mettre en place. Si les gens s'en vont, c'est-à-dire que le régime n'est pas bon, ça pose problème. Donc en fait, tout simplement, comment on règle le problème de la fuite des gens? Eh bien, on fait un mur, eh bah oui. Donc à la fois, on contrôle les frontières du pays en général, et on met un mur autour de Berlin-Ouest, hein, qui était une enclave américaine, française et britannique. Et cette enclave va rester en place jusqu'en 1989. Elle assurera la vitrine démocratique et libérale de la florissante économie capitaliste de l'Ouest et au milieu d'un régime communiste, parti unique, à l'économie planifiée. Alors c'était pas des plans quinquennaux visiblement en RDA, c'était des plans septennaux. Ils voyaient plus loin. Par contre ça marchait aussi bien, hein. Alors Fanny Dufaux, c'était Trump avant l'heure. Eh ben non, c'est l'inverse en fait. On voulait pas que les gens partent. Ils n'avaient pas de problème d'immigration en RDA, ils avaient des problèmes d'émigration. Les gens fuyaient, soit en passant par la Tchécoslovaquie de l'époque pour aller en Bavière, ou alors carrément en allant à Berlin-Ouest, qui était donc la poche occidentale, et ensuite de là ils pouvaient prendre l'avion et aller en RFA à l'ouest. Donc vous noterez le très belle réalisation de Sylvain, le drapeau au-dessus de moi, et un exemple de ce qu'était le mur de Berlin en fait quand il a été fini, c'est-à-dire en fait un no man's land débarbelé et un vrai mur en béton. Franchement, je sais pas si on peut se rendre compte aujourd'hui en tant que Français qui vit dans l'espace Schengen de ce que ça signifie, de cette séparation qui vit de France. Écoute, français, tu sais pas si c'est au pluriel ou pas, donc les deux sont valables. Tu mets pas un S à la fin de français peut-être? Oui, mais
Voilà. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. Voilà, les Allemands de la RDA n'avaient pas le droit de quitter leur pays, quoi. Donc aujourd'hui, on vit dans un pays relativement libre quand même. On a le droit de quitter le pays, de se balader. On est dans l'espace Schengen. On peut même passer des frontières sans aucun papier. Et c'est merci le Véatre Loup. Vivons, on peut aussi dire, mettre à la deuxième personne. Des gens sont morts voulant passer le mur. Ce que vous voyez là, des gens tentaient de le passer. Et on estime qu'entre le 13 août 61, mise en place du mur, et le 9 novembre 89, c'est-à-dire la chute du mur, il y a eu au moins 138 personnes de tuées dans une tentative de fuite. Je ne compte pas les soldats morts dans l'exercice de leur fonction, il y en a eu 8 je crois. Donc il y a eu quand même donc, des civils morts en tentant de fuir, sur qui on a tiré ou qui se sont noyés. En tentant de rejoindre l'ouest. Donc imaginez votre ville coupée en deux, que ce soit Paris, Strasbourg, Dijon. Bon, ça ferait vraiment une petite ville, mais tout à coup, vous pouvez plus aller voir vos amis dans d'autres quartiers, vos parents à 4 stations de métro sont inaccessibles, les lignes de bus sont coupées. Et en fait, c'est tout le pays qui devient coupé en deux. Ça devient le symbole de l'Europe coupée en deux, entre le bloc de l'ouest démocratique allié avec les États-Unis et le bloc de l'Est, donc soviétique avec un régime parti unique et donc sous la coupe de l'URSS. Alors le mur il est tombé en novembre 89 et c'est pas ça qui est commémoré par la fête nationale allemande, c'est bien la réunification qui s'est faite un peu plus tard, un an et quelques plus tard, après des discussions et des négociations. Parce qu'il y avait quand même, il fallait discuter et c'est dans la nuit du 22 au 23 août 90 que la Volkskammer, c'est-à-dire la chambre du peuple de la RDA, a décidé que la déclaration de l'adhésion à la RFA prendrait effet le 3 octobre 1990. Et bonsoir le gros gag. Et merci pour la blague de Jésus du ciel que la Belgique est un exemple d'un pays coupé, mais c'est pas exactement pareil quand même. Donc nous avons alors pardonnez mon allemand, peut-être que l'accent sera pas très bon, le Tag der Deutscher Einheit, le jour de l'unité allemande, c'est-à-dire quand le pays a cessé d'être coupé entre deux États. Bon alors, au rayon des choses mauvaises pour les femmes de l'ex-RDA, c'est moins bien passé parce que, enfin en tout cas pour leurs droits sociaux, puisqu'il n'y a pas la réunification, l'essentiel des structures sociales qui accueillaient à la fois les enfants et les adolescents, c'est-à-dire jardins d'enfants, les crèches, les études dirigées, les clubs de jeunes, les colonies de vacances, etc., qui est des choses d'État bien sûr, parce que l'État a planifié tout en RDA comme dans l'URSS, et bien tout ça a été démantelé. Et donc c'est le modèle des trois quarts, Kinder, Küche und Kirche, c'est-à-dire les enfants, l'église et la cuisine, qui a gagné. Oui, j'adore l'histoire, le vin être loup. Alors après, si je suis trop long, vous m'arrêtez, et puis on accélère, mais ça me paraît important en fait de commencer et l'Europe bordel par un de ces cicatrices qui ont fait l'Europe en fait, et qui ont construit l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et alors après c'était un gros chantier, il a fallu tout réunifier, les transports, l'armée, les services publics, alors soit les réunir ou bien sûr les privatiser, puisque bien 100% de l'économie est-allemande était étatique, donc en fait c'est tout simplement 80% de l'économie est-allemande qui a été privatisée. Alors je connais pas les détails, j'imagine qu'il y a eu moins d'abus que dans l'ex-URSS, à vérifier, mais bon en tout cas ça c'est fait. Pour la monnaie, eh bien, le mark de la RDA valait beaucoup moins que le mark de la RFA. Oui, c'était le Deutsche Mark, c'était pas l'euro encore. Mais par contre, vous avez pu les Allemands ont pu échanger un mark de l'Est, un Mark, à parité avec le Deutsche Mark, c'est-à-dire un pour un, ce qui a coûté très cher à l'Allemagne fédérale. Donc c'est effectivement plus la RFA qui a absorbé la RDA. Euh, et parce que tout simplement le régime de l'Est s'écroulait de toute façon, c'était un régime autoritaire, illégitime et qui s'était discrédité. C'est une dictature pour un mot et on va pas le pleurer, et donc c'est le régime disons libéral, démocratique qui a gagné et qui a fait absorber l'Allemagne de l'Est. Évidemment tout ça a coûté cher. Alors je trouve deux estimations, une de 2000 milliards d'euros quand même, d'après une estimation berlinoise, la SED-Stadt en 2014, et une autre estimation à 1300 milliards d'euros, d'après un autre institut de recherche, le IWH de Halle en 2009. Bon, est-ce que c'était un coût ou un investissement? Est-ce que ça a suffi? Je vous invite à regarder les cartes électorales allemandes, où on voit encore la division entre l'Est et enfin l'ancien Est et l'ancien Ouest. C'est très visible avec les scores par exemple de Die Linke, qui est l'équivalent des Insoumis pour aller vite. Enfin, en tout cas, c'est eux qui ont inspiré plutôt le parti de gauche et les Insoumis en France, c'est les précurseurs, en disons, et aussi l'extrême droite qui est plus implantée à l'Est. Et peut-être que vous ferez une idée pour savoir si l'intégration de l'Est a bien marché et si surtout économiquement ça se passe bien. Voilà, on n'a plus qu'à faire pareil avec les deux Corées, le Nord et le Sud, et on aura réunifié tous les pays coupés en deux
par la guerre froide. Et quand est-ce qu'on réunit les deux Côte d'Armor et Côte d'Or, Sylvain? Il n'écoute pas. Ok. Si. C'était pour pouvoir boire que je posais une question en fait. Eh bien, écoute, quand tu poseras une question pertinente, je prendrai le temps d'y répondre afin de te permettre de prendre le temps de boire dans une magnifique tasse Acropolis, disponible sur la boutique d'Acropolis. Mmh. Ah, tellement bon. Et alors pour vous donner un Faut point de peut-être pas que tu contexte, fasses deux streams dans la journée, hein. T'es fatigué nous n'avons dans le plus de deuxième, café c'est et c'est terrible, hein. très dur. En plus de café, c'est très dur. Alors, il y a eu les élections au Canada. Oui, alors bon, cette émission ne parle pas du Canada, mais c'est vrai qu'il y a eu des élections au Québec surtout, et c'est un... Je sais même plus qui a gagné. Enfin, je sais, mais j'ai peur de dire des bêtises. Il me semble que c'est un parti assez libéral. Non, c'est eux qui se sont fait jeter, voilà. Mais c'est pas non plus la gauche qui a gagné, quoi. Donc, j'avoue, je n'ai pas suivi les élections au Québec. Donc, à la limite, vous pouvez me dire là ce qui s'est passé au Québec et on fait le point, mais c'est vrai que là on parle d'Europe, pas du Québec, pas du Canada, pas de nos cousins d'outre-Atlantique. Et on va pouvoir passer au Parlement européen, un gros morceau et une institution capitale de l'Union européenne, qui est donc le bâtiment strasbourgeois derrière moi, mais aussi un bâtiment bruxellois que je ne vous montrerai pas. Alors vous allez voir le très très beau logo du Parlement européen qui date de 2015 avec en fait le nom en latin, enfin un petit peu latin de cuisine je crois, mais le Parlamentum Europeum, hein, Parlement européen, sachant qu'en fait tout le monde parle anglais en Union européenne, mais que on met encore le latin pour Un des pour faire intérêts, classe. il n'y a pas une langue qui domine les autres parmi les langues actuelles de l'État. Oui, oui, Je oui, sais pas si c'est l'intention, mais je trouve ça assez cohérent comme oui, explication. oui, mais d'ailleurs je crois que la devise de l'Europe, unie dans la diversité, est en latin aussi. C'est possible. C'est pas Pluribus unum, hein, ça c'est les Américains, mais je ne sais plus. Mais c'est pour ça que beaucoup de personnes militent pour l'instauration de l'espéranto. Beaucoup? Oui, enfin beaucoup proportionnellement à l'impact médiatique que ça, pour avoir une langue qui ne soit pas liée à un pays et une culture en particulier, mais qui soit universelle. Et d'ailleurs, on va parler du Brexit, mais le fait que la prédominance de l'anglais peut poser problème, puisque le seul pays dont la langue officielle est l'anglais va quitter l'Union européenne, et on va se retrouver à continuer à finalement à privilégier l'anglais comme langue de communication pour alors qu'il n'y aura plus d'anglophones, enfin en tout cas plus de langue de pays à la langue officielle qui est l'anglais, puisque l'Irlande parle anglais certes, mais sa langue officielle est bien, c'est pas seulement l'anglais, c'est l'anglais et le gaélique, et avant tout c'est le gaélique je crois. Question Le gros gag, de le gros gag intéressante. peut-on faire une émission sur l'Europe quand on est europhobe? Bah La réponse oui, est oui. au moins pour dire que tu veux la quitter, hein? Et pourquoi tu veux la quitter? Et pourquoi exactement? Et ça dépend de ce que tu appelles europhobe. Est-ce que tu es contre l'Europe, toute l'Union européenne? Est-ce que tu es contre toute forme d'organisation? Est-ce que tu es pour certaines formes de partenariat? Moi Il y a plein de choses à dire, hein. moi je le considère comme pro-européen, mais ça veut pas dire que j'apprécie 100% de l'Europe actuelle. Genre, c'est ni dans ses institutions, mais déjà je suis pas non plus d'accord avec 100% de la 5ème République. Voilà, et c'est pas autant que je veux que l'Île-de-France quitte la France. Encore que ce serait pas mal, hein, on serait tranquille. Voilà, je veux dire, il y a des institutions, des choix politiques qui sont faits par des majorités, et d'ailleurs je vais en parler avec le Parlement européen. Quand tu parles de l'Île-de-France, tu parles de Paris, on est d'accord? Non, il nous faudrait quand même la Brie et la Beauce pour avoir un peu de blé, quoi. Ok, très bien. Hein, quand même, tu vois, j'y ai pensé à tout. Habile, Eh. habile. Tout de même. Après, il faudrait un peu diversifier parce que si on a que de la betterave, on va vite, vite avoir des problèmes. Mais si on diversifie les cultures, on peut peut-être réussir à faire quelque chose. Et puis bon, comme on renverrait tous les Dijonnais et les Bretons, on pourrait peut-être être un peu moins d'habitants et s'en sortir. Voilà, voilà. Alors je ne sais pas, Fanny Dufos, quelle est la langue officielle de Malte, mais si c'est l'anglais, c'est à côté d'une autre langue, hein. Quelle différence? Eh bien, le gros gag, tu as plein de questions. Quelle différence europhobe et eurosceptique? Moi, je sais pas, europhobe, on va dire que, enfin, la façon dont c'est employé, c'est souvent les gens qui veulent absolument détruire l'Europe, enfin détruire l'Union européenne et que leur pays quitte l'Union européenne. C'est-à-dire des gens comme Nigel Farage ou même, je sais pas, oui, si, bah, François Asselineau et bah, Florent Philippot, plus ou moins. Ça, c'est des gens qui veulent qui sont pour un départ de l'Union européenne. Eurosceptique, on l'emploie moins aujourd'hui, c'était plus à la mode dans les années 90 et 2000, c'était les gens qui étaient contre les traités qui étaient faits à l'époque comme Maastricht ou même le TCE et Qui est le traité qui qui a était... été voté en 2008? Alors le TCE, non, le TCE était refusé en 2005, Oui. c'est le traité de Lisbonne qui ensuite a été fait, qui a repris certains éléments du traité TCE, Certains. mais pas, oui certains, pas tous. Non, pas- soyons précis.
Tout Alors, à fait. je dirais pas lesquels parce que j'en sais rien, mais pas tous, notamment sur les partis d'intégration et de transfert de souveraineté. En revanche, les partis sur les pouvoirs du Parlement ont survécu. Et d'ailleurs, c'est ce que est le Parlement aujourd'hui. Euh, Eurosceptique, c'est quand on ne croit pas à l'Europe comme les climato-sceptiques. Alors, les climato-sceptiques ne croient Ils au croient au climat. climat. C'est au réchauffement climatique qu'ils ne croient pas. Bah, c'est le problème de tous ces termes très qui raccourcissent beaucoup la Oui, c'est pensée. ça. Hein. C'est comme quand on dit, je sais pas. Je suis démocrate. Oui, voilà, j'étais en train de dire tous les termes en phobie aussi. C'est très réducteur. Ça, c'est pas on classifie quelqu'un et après, C'est pas 1 ou 0, quoi. voilà, C'est plus toujours un peu compliqué. compliqué. Mais Donc, bon, c'est pratique parce que ça permet de savoir de quoi on parle et de se comprendre. Mais c'est vrai que c'est. Donc, climato-sceptique, oui, c'est sur les gens qui ne croient pas au changement climatique et on a abrégé ça en climato-sceptique, mais évidemment, ils croient qu'il y a un climat. Bon. Et même, ils vont parfois être plus subtils et te dire qu'ils croient au changement, mais que ce n'est pas dû aux activités humaines. Voilà, pour ajouter un peu de subtilité. Salut Jojo, tu arrives au bon moment. Et ben, il y a toujours le bon moment pour arriver, tu sais. Il n'y a pas de mauvais moment pour arriver. Et merci à Sylvain de nous avoir dit que donc les langues officielles de Malte, c'est l'anglais. Oui, enfin le maltais et l'anglais. Le maltais est probablement un subtil mélange entre l'italien, un peu l'arabe et l'anglais, puisque ce sont les euh, différentes civilisations qui ont occupé cette petite île, qui est effectivement plus ou moins un paradis fiscal aujourd'hui et un des derniers États européens à ne pas reconnaître, pas autoriser l'avortement pour les femmes. Et voilà. Oui, tu veux dire quelque chose? Malte est devenu a pris son indépendance du Royaume-Uni en 1964. Et oui, c'est tout récent, c'est un des derniers États européens indépendants. Tout à fait exact. Merci, merci. Alors, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon, cher Joby00, est europhobe. C'est un peu plus compliqué là. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Faudrait faire un tableau et on les mettrait, mais les gens seraient souvent entre deux cases en fait. Eh ben, Jojo, toi qui dis que tu es eurosceptique, définis-nous pour toi qu'est-ce qu'être eurosceptique. C'est quoi ta définition? On est en train d'essayer de discuter là-dessus. C'est quoi être eurosceptique par rapport à un europhobe? Mm. Sachant que je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes qui se revendiquent c'est ça. eurosceptiques et que parfois c'est pas les gens qui se revendiquent qui disent moi je souhaite que ce soit plus comme ci comme ça et que c'est les opposants politiques qui veulent dire mais vous êtes europhobe. Ce qui est souvent un stigmate qu'on va balancer à quelqu'un pour justement clore le débat. C'est de la faute des médias, ça. C'est les médias ça. Non, oui, enfin non, pas les médias, les gens qui sont dans les médias, c'est souvent donc les responsables politiques qui. Alors Méluche ne croit plus au traité européen d'après le maître. Non, oui, alors il y croit plus, il veut en changer et le programme de la France Insoumise, si j'ai bien compris, c'est on essaye de modifier et ça c'est le plan A et le plan B, eh ben, si ça marche pas et qu'on n'arrive pas à modifier les traités, eh bien on se casse. Donc c'est une espèce de, enfin non c'est pas un Frexit mais c'est quand même Ça semble proche de l'euroscepticisme. c'est de l'euroscepticisme très prononcé et assez virulent et bah, le problème c'est que pour changer les traités européens il faut eh bien mettre d'accord beaucoup de monde et que ça se fait pas comme ça quoi. Plan A ou plan B, je comprends rien. Voilà, le plan A c'est changer alors oui, alors, plan A et plan B. Pourquoi on dit plan A et plan B? Alors ça remonte à 2005 quand en fait pendant la campagne du référendum en France pour ou contre le traité constitutionnel européen, qui était un traité qui reprenait en fait tous les traités précédents, qui simplifiait, et qui aussi faisait avancer l'intégration européenne. J'essaie de résumer sans prendre parti. Un des trucs qui est arrivé, c'est que on a dit que, enfin, je crois que c'est Delors qui a sorti, oui, si ce n'est pas accepté, il y a un plan B. Voilà. Et donc tout le monde a dit, eh ben écoutez, puisqu'on n'est pas d'accord avec le plan A, on va prendre le plan B. Et donc c'est une expression qui est restée, et notamment chez donc, les partisans, enfin les opposants à ce TCE, donc les partisans d'une autre Europe, nous voulons un plan B, c'est-à-dire non pas comme l'Europe actuelle telle qu'elle fonctionne, plutôt libérale, avec des politiques économiquement libérales, privatisation, mise en concurrence, ce genre de choses, et donc plutôt le plan B, l'Europe sociale, démocratique, citoyenne, environnementale, etc., etc. En même temps, on peut pas être contre l'existence de l'Europe, elle existe et on s'y fait. Alors petit point de vocabulaire. Il s'agit évidemment de l'Union européenne, qui est une structure dans laquelle on peut sortir, comme le font actuellement Les nos Britanniques. amis d'outre-Manche. Voilà. C'est un peu comme si on disait que la France et la République française. On pourrait dire, enfin, quand on parle de la République française, c'est bien les institutions, l'État, mais on dit la France, c'est plus rapide, quoi. Et alors on que dit quand je dis le RISUB. et là, on dit le resub de Neverline FR, et où on peut dire plan. Merci Neverline pour ton resub, ça fait super plaisir. La version longue et la version courte. Et donc si je dis l'Europe, évidemment je parle pas du continent géologique ou même de la civilisation européenne, je parle bien de l'Union européenne pour aller plus vite et par excès de simplification de langage, tout simplement. Quand tu as une bombe atomique, tu peux être contre l'Europe.
Oui, c'est un État. Oui, il n'y a que deux États qui ont la bombe en Europe, c'est la France. Et d'ailleurs, je dis la bombe, mais c'est la bombe atomique. Voilà, pas encore un excès de langage. Il y a la France et la Grande-Bretagne, qui sont les deux seules en fait puissances militaires de l'Europe, tout simplement. Et si on enlève la Russie, évidemment, puisque les autres États n'ont pas vraiment d'armée, en tout cas, et pas de force de projection extérieure, et pas d'armes atomiques. Et d'ailleurs, ce sont les deux États qui ont des porte-avions et aussi un droit de veto à l'ONU. Oui, le soft power, ça va beaucoup avec le hard power. Alors Xan, tu poses une question sur l'Europe avant que je commence le Parlement européen. Là, Macron massacre tout à cause du TFUE. Alors déjà, c'est quoi le TFUE? Le traité sur le fonctionnement de l'Union Ah, européenne, d'accord. aussi appelé traité de Rome. Merci. Soi-disant qu'on n'aurait pas le choix, mais la position de Méluche dire que l'Europe doit se faire voir, est-ce possible? Bah non, c'est plus compliqué que ça quand même. Ou si la seule solution c'est l'Assino sur l'article 50 sur l'Europe. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais en parler de l'article 50, enfin pas l'article 50, mais de la situation britannique et de comment on en est arrivé là euh, pour actuellement, et où en est le Royaume-Uni, et ce que ça peut poser comme problème. Alors, j'ai plutôt parti du point de vue français, mais ça donne une idée de ce que ça peut poser aussi aux Britanniques. Euh, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas comme si vous quittez un club sportif ou un club de sport, enfin oui, un club de sport ou une association, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'implications. Mais d'abord, je parle du Parlement européen, à moins que vous voyez qu'on parte direct sur le Brexit, hein. Après tout, allez hop, je saute le Parlement européen, pam, et on passe au Brexit. Pouf. Hein? Pourquoi le Brexit? Bah voilà, bonne question, hein. Alors, ou alors TFUE, comme l'a dit Sylvain, c'est le traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Apparemment, c'est le titre officiel du traité de Rome, qui est le premier traité sur ce qui va devenir l'Union Européenne. À l'époque, on ne faisait pas l'Union Européenne, c'était la communauté européenne, même c'était le CK. La CK, la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est vraiment le noyau, l'embryon de l'Union Européenne, enfin de ce qui va devenir l'Union Européenne, qui réunissait l'Allemagne de l'Ouest, hein, c'est juste la RFA. Le son se détache mal pour moi, genre j'entends rien moi, mais euh, qui réunissait donc Comment ça se détache? la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, qui ont mis en commun leurs ressources sur le charbon et l'acier. Et aussi après, ça a donné Euratom sur l'atome. Et après, on est arrivé tout doucement au marché unique, la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux. Et tout ça pour en arriver aujourd'hui à ce marché énorme de 28 pays avec libre circulation relativement des personnes, des capitaux, des biens, possibilité de s'installer sous l'entreprise, de déménager, de se marier entre pays, de divorcer, enfin entre pays, de se marier entre personnes de des pays différents, avec les reconnaissances d'union, y compris de même sexe, sauf pour la Roumanie actuellement. Vous pouvez monter une entreprise à l'étranger, vous installer, faire des études et faire des affaires dans tout le pays et bénéficier ainsi d'un marché tout de même de 500 millions et quelques d'habitants, ce qui n'est pas rien, et aussi une monnaie commune. Il y a eu du boulot qui a été fait quand même pendant ces 70 ans de construction européenne, après quand même une guerre mondiale qui avait détruit le continent. Donc qu'est-ce qui se dit là alors tout. Alors, je précise que le TFUE, c'était le traité de Rome de base, qui a été modifié à plusieurs reprises par, en 86, l'acte unique européen, en 92 par le traité de Maastricht, en 97 par le traité d'Amsterdam, en 2001 par le traité de Nice et en 2007 par le traité de Lisbonne. Et je pense que c'est à ce traité que fait référence Xan, en particulier. Probablement. Ouais. Alors, Fanny de France nous demande un point sur différents sous-ensembles. Il y a lieu Schengen, zone euro, ça. Alors, d'accord, je note ça pour la prochaine fois parce que de mémoire, je vais avoir du mal. Je vais oublier des pays, je vais oublier des sous-ensembles. Mais ok, Schengen, zone euro et compagnie. Aucun problème. Bah écoute, la prochaine fois. Voilà, c'est tout simple à faire comme sujet pour le coup. Enfin, tout simple. Enfin, tout simple, faut le préparer quoi. D'autant que, oui, non, mais d'accord, c'est noté. Il y aura des cartes, bien sûr, avec des schémas, ce sera magnifique. Et puis on parlera même des trucs supra-européens qui dépassent l'Union Européenne, mais dont fait partie l'Union Européenne, comme le Conseil de l'Europe, enfin des pays de l'Union Européenne, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Alors, bon, le Brexit. Et là, j'ai un logo Brexit libre de droit qui est magnifique. Bam qui permet de montrer l'Union Européenne, pour le coup, la bonne, avec les bons pays, et à jour, hein, puisqu'il y a même la Croatie. Et par contre, avec donc le Royaume-Uni tout seul à part, voilà, ça résume bien. Il y en avait des très beaux aussi avec
tout cassé. Alors c'est sur un PowerPoint, hein, mais c'est une image que j'ai trouvée surcourante. Donc pourquoi vouloir quitter ce marché unique, hein, alors qu'on a déjà négocié beaucoup de négociations de, de dérogation, pardon, notamment à l'époque de Thatcher et aussi plus récemment. Et bien d'abord déjà on va revenir à 2013, hein, parce que tout ça c'est un long processus. Déjà effectivement ce qui peut remonter à Thatcher. Je me permets de préciser, Margaret Thatcher, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni du 4 mai 1979, le jour de la Saint-Sylvain, Quelle précision. au 28 novembre 1990, c'est-à-dire pendant 11 ans, 6 mois et 24 jours. Jusqu'en Merci. 90. Merci Wikipédia. Wow, pour le coup, de mémoire, j'aurais pas dit 90. Je pensais qu'elle avait quitté en 88. Et ben, dis donc, quelle longévité. Bah, la décennie Thatcher, 80. Donc, effectivement, on peut peut-être dater l'euroscepticisme britannique de Thatcher, hein, qui a commencé à vouloir récupérer ce qu'elle versait à l'Union européenne. Et donc, à négocier des dérogations pour son pays. C'est-à-dire, ok, c'est l'Union, on bénéficie d'un truc, mais on ne participe pas à 100%. Et tout ça a continué jusqu'en, par exemple, donc 2013, où James Cameron, à l'époque Premier ministre britannique conservateur, promet de convoquer un référendum sur cette question, rester ou non dans l'Union européenne. Et merci Edouard 40 pour ton don de 2 bits. Merci beaucoup. Yo à toi aussi, exactement. Donc, juste avant les élections européennes de 2014, fin 2013, James Cameron, en difficulté, et voyant le UKIP, le parti de Nigel Farage, lui pour le coup vraiment anti-européen, en tête, et donc ce UKIP va remporter les élections européennes au Royaume-Uni, d'ailleurs, comme le FN à cette année-là l'avait remporté en France. Et donc dit que si son parti, le Parti conservateur, garde sa majorité à la Chambre des communes, l'équivalent de notre Assemblée nationale, eh bien il convoquera un référendum sur la question de oui ou non faut-il rester dans l'Union européenne. Donc en 2015, aux élections générales, grâce à cette promesse, en fait, le Parti conservateur capte une partie de l'électorat du UKIP, hein, le parti indépendantiste, et Cameron conserve sa majorité à la Chambre des communes. Et il doit donc tenir cette promesse. Et il convoque un référendum, tout en négociant en parallèle des nouvelles dérogations pour le Royaume-Uni, pour montrer et prouver qu'on peut rester dans l'Union, tout en faisant un peu ce qu'on veut et son marché dans les avantages et inconvénients de l'Union. Toutefois, le référendum est maintenu, en pensant d'ailleurs que le Remain, hein, c'est-à-dire la question oui, je veux rester, va gagner. Et la question posée était la suivante: Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Est-ce que le Royaume-Uni doit rester ou partir de l'Union européenne? Et ça va donc nous donner une campagne assez tendue sur le sujet. Et d'ailleurs, à quelques jours du scrutin, le 16 juin, le scrutin a lieu le... oh la zut, j'ai pas mis la date du scrutin. Le J'ai oublié. 22 juin. 22 juin, merci. Et donc le 16 juin, voilà, comme l'a dit Fanny Dufos, il y a eu un mort, puisque une jeune députée travailliste qui s'appelait Ellen John Cox a été tuée par un certain Thomas Mair, qui était sympathisant du parti d'extrême droite Britain First. Alors pour le coup, c'était pas le parti de Nigel Farage, pas le UKIP, c'est un parti encore plus extrémiste, encore plus à droite, encore plus anti-européen, sûrement d'ailleurs suprémaciste blanc. Les analystes à l'époque se disent que ça va donner un regain au camp du Remain, c'est-à-dire le camp de rester. Et bien ils se sont plantés. 23 juin, excusez-moi. 23 juin, merci. Et bien ils se sont plantés puisque donc le Leave a gagné de justesse face au Remain à 51,9 contre 48,1. Et donc c'est la stupeur aussi bien au Royaume-Uni que dans toute l'Europe. Et donc la méga crise qui s'ensuit. Y compris chez les travaillistes, où Jeremy Corbyn, qui est donc le chef, je ne sais pas quel est le terme exact, le président du parti travailliste, est mis en difficulté par ses propres parlementaires, mais bon, il survit à cette crise, hein. Par contre, James Cameron, lui, démissionne en fait de son poste de Premier ministre et aussi de chef du parti, puisque dans ce régime parlementaire, c'est le même poste en fait. Et Theresa May lui succède après une quinzaine de jours de négociations au sein du parti. D'ailleurs, elle gagne contre Boris Johnson qui avait postulé et qui continue d'ailleurs à vouloir être Premier ministre. Et le 4 juillet, pour parfaire le tout, Nigel Farage démissionne de son parti, tout simplement, estimant que la mission est accomplie. Et là, mon analyse personnelle, eh bien, il les laisse tout simplement dans la merde, après avoir finalement gagné une élection qu'il ne pensait pas gagner. Tu voulais ajouter quelque chose, Sylvain? Tu as plusieurs fois parlé du Premier ministre britannique qui a démissionné, en l'appelant James Cameron. Et c'est pas James Cameron, hein, c'est David. C'est David Cameron. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait dans ce que tu disais, mais j'arrivais pas
C'est David Alors, Cameron. donc David Cameron qui n'a réalisé aucun film, hein, si ce n'est des clips de campagne, et personne m'a relevé dans le, dans le chat. Vous suivez pas la politique anglaise, hein. Super, hein, les gars, hein. Bravo et les filles, hein. Bravo, hein, vraiment. Ah bah, ça se fait plaisir. Mais c'était pour Donc, tester Sylvain. oui, Donc bien sûr. David Cameron, hein. Euh, c'est vraiment, j'espère que vous pouvez le clipper, ça peut être rigolo. Bah, Euh, je pense qu'il y a 20 minutes de live à clipper là. Ce C'est un peu sera compliqué. drôle, hein, James Cameron, super. Mais bon, après, pourquoi pas, on Non, mais peut c'est à la bon, fois être, j'ai un aimer le titre. cinéma et J'ai un titre pour le replay, c'est parfait. James Cameron. Et donc depuis, alors dans la suite de tout ça, la Commission européenne nomme Michel Barnier, donc qui est français, négociateur en chef pour l'Union européenne. Euh, Jojo, oui, alors je prends mes infos notamment chez Wikipédia, mais pas seulement. Et pour le coup, des fois, je note pas tout. Je fais pas forcément que du copier-coller, hein. Des fois, je prends des notes et j'ai mis que Cameron en fait, parce que c'était plus rapide à taper. Et comme je pensais que le prénom posait pas de problème, et là, automatiquement, pouf, c'est James Cameron qui est sorti et pas David Cameron, parce que je pense que je préfère le cinéma à la politique anglaise. Désolé, voilà. James, si on regarde. Donc voilà. Donc Michel Barnier, négociateur en chef pour l'Union Européenne, c'est-à-dire il faut un négociateur en chef pour négocier avec le Royaume-Uni, qui lui de son côté a commencé à voter sur le déclenchement de l'article 50 qui traite du départ d'un État membre de l'Union Européenne. Le fameux article 50 désormais très connu, sûrement le plus connu du TFUE justement, puisque on en parle beaucoup. Il y a l'article 7 aussi, hein, qui parle des sanctions contre un État qui ne respecte pas les valeurs fondatrices de l'Union Européenne. Donc au Royaume-Uni, Theresa May dirige maintenant le pays avec une courte majorité depuis les dernières élections. Elle dépend de 9 députés d'un tout petit parti ultra-conservateur de l'Irlande du Nord, qui s'appelle le Democratic Unionist Party. Ils ont 9 députés sur les 650 que compte la Chambre des communes. Tu peux leur mettre le logo Brexit, hein. C'est ce que j'allais faire. Et alors ce petit parti, hein, sa provenance géographique a une importance de taille, hein, puisque en fait c'est un parti nord-irlandais. Et bien sûr, il y a la question de la frontière nord-irlandaise qui est un des gros points de blocage dans les négociations actuelles entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Puisque si le Royaume-Uni quitte le marché unique, eh bien il quitte avec l'Irlande du Nord, mais le problème c'est qu'il y a une frontière terrestre commune et que cette frontière elle est avec la République d'Irlande. Et bien donc voilà, le DUP, le DUP, le Democratic Unionist Party est un parti unioniste, c'est-à-dire qu'il est pour l'union avec avec le Royaume-Uni. Alors là, c'est un point d'histoire assez compliqué de l'histoire de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, qui s'est fait la guerre pendant des décennies entre les unionistes protestants pro-Royaume-Uni et les catholiques républicains pro-République d'Irlande. Et tout ce monde s'est mis sur la gueule pendant des années. Vous pouvez regarder plein de films américains des années 80 avec l'IRA. Et c'est aussi la base de la révolution irlandaise qui est devenue une république en 1919, je crois. Euh, et qui par contre a perdu l'Ulster, hein, qui a fondé l'Irlande du Nord, qui est resté avec avec le Royaume-Uni. C'est extrêmement compliqué avec des intrications quartier par quartier et rue par rue. Beaucoup de gens sont morts, hein, il y a eu des bombes et tout, y compris à Londres. Donc c'est un sujet assez lourd. Et ce rétablissement de la frontière, avec cet effacement de la frontière qui était une des conditions de la paix. euh, je crois que les accords s'appellent les accords de Pâques ou de Noël. J'aurais dû noter tout ça parce que c'est un point important. Mais le fait que cette frontière puisse disparaître a pu aider à ce que la paix existe, mais elle reste fragile et précaire. Certains quartiers vivent encore les uns à côté des autres avec des murs, là aussi, comme à Berlin, pour éviter les débordements. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si la frontière était rétablie et que les tensions renaissaient en Irlande du Nord? Je préfère ne pas savoir parce que ça pourrait être un joyeux bordel. Jésus du ciel nous demande si l'Irlande indépendante est possible ou c'est utopique. Alors, l'Irlande, la République d'Irlande, c'est-à-dire la majorité de l'île d'Irlande est déjà indépendante, hein, c'est une république, et depuis le début du XXe siècle, donc ça c'est C'est pas une l'Irlande du utopie. Nord qui est. Par contre, l'Irlande du Nord ne serait jamais indépendante pour le coup si jamais elle obtenait son départ du Royaume-Uni, un peu comme le modèle de ce que l'Écosse, ce que certains Écossais rêvent actuellement.
ce serait plutôt pour rejoindre la République d'Irlande en fait. Mais ce qui ne plairait pas évidemment aux unionistes, dont les gens du petit parti DUP actuellement. Donc ça pourrait donner lieu à une guerre civile au nord de l'Irlande, ce qui serait jamais agréable pour les habitants de l'Irlande du Nord. Et pour les plus jeunes d'entre nous, vous ne vous rappelez sans doute pas qu'il y a eu de nombreuses tensions. Et quand je dis tension, je pèse mes mots, c'est très gentil comme terme. Oui, oui, il y a eu des conflits armés. Hein, vous Il y pouvez a passé regarder dans le, les années 90. ouais, vous pouvez regarder le film Bloody Sunday, dont parle la chanson de U2 d'ailleurs, une référence de vieux peut-être, mais Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday, ouais, qui parle d'une manifestation réprimée dans le sang, hein, avec des vrais morts. Je veux dire, c'est pas des flics qui arrêtent des gens dans le pays à salade, je veux dire, les tirs à balles réelles. Euh, donc là, on parle de choses très sérieuses et très graves. Et donc c'est pour ça que cette question de la frontière est très compliquée. Alors je n'ai pas vu Le vent se lève de Ken Loach sur la Trello, qui traite plutôt de la révolution en 1919, alors que Bloody Sunday traite des questions plus proches. Mais il y a moult films qui traitent cette question, y compris américains et aussi irlandais et anglais. Et un des problèmes, c'est en fait que la majorité des électeurs d'Irlande du Nord, à une courte majorité, ont voté pour rester dans l'Union Européenne, tout comme les Écossais, pour le coup, là, à une large majorité, alors que l'Angleterre, c'est-à-dire vraiment la partie juste anglaise de l'île britannique, a voté pour quitter l'Union Européenne. D'ailleurs, même, je crois, le Pays de Galles, à une courte majorité, a voté pour rester, et Londres aussi a voté pour rester. Donc, en fait, ce qui a fait basculer le vote, c'est essentiellement les électeurs de la campagne anglaise et des autres villes hors de Londres. Il y a une vraie coupure entre Londres et le reste de l'Angleterre, et entre l'Angleterre et le reste des royaumes et des autres des autres entités du Royaume-Uni, qui est composé, je vous le rappelle, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Angleterre. Voilà. Pays de Galles indépendant, comme dirait l'autre. Pays de Galles qui n'est pas très indépendant, qui n'a même pas de tête C'est une couronnée référence à sa tête. culturelle. D'accord, je ne sais pas. Si c'est Camelot, C'est Camelot. D'accord. Et moi qui espérais éviter ça. Tu es sur internet actuellement. Oui. Voilà. D'accord, je ne dirais pas le mal de Camelot, mais je n'en pense pas moi. Donc alors, pour vous donner une idée du bordel indescriptible que ça pourrait créer, surtout si il y a une sortie sans accord, qu'on appelle donc un no deal, hein, c'est le hard Brexit, pas d'accord, rien ne se fait, aucun accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. À cause notamment des histoires en fait entre à la fois les débats au sein du Parlement britannique et aussi les bisbilles internes au Parti conservateur, dont les positions sont radicalisées à cause finalement en fait des pro-Brexit qui en veulent toujours plus. Hein. Et bien donc on pourrait avoir à opter pour une sortie en no deal, donc une sortie sans accord. Donc pour vous donner une idée de ce que ça pourrait créer comme bordel incroyable, la France et aussi les institutions européennes commencent à prendre leurs dispositions pour savoir quoi faire en cas de sortie sans accord, pour le cas de la France, protéger ses ressortissants et adapter le droit. Bah oui, adapter le droit en fait, en cas de sortie d'un Brexit sans accord. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on adapte le droit? Comment on protège les gens en fait? Par exemple, quel statut pour les ressortissants du Royaume-Uni résidant en France, puisqu'ils perdraient leur droit de résident communautaire, puisque donc leur droit de séjour tomberait tout seul, pouf, d'un coup. Comment on assure la délivrance rapidement de 150 000 titres de séjour, puisque c'est l'estimation du nombre de Britanniques en fait sur le sol français, la plupart dans le sud-ouest, hein, bien sûr, et sûrement aussi à Paris, mais il y a beaucoup de retraités qui habitent dans l'Aquitaine, hein, on le sait. En Bourgogne aussi. Et en Bourgogne, mais bon, là ils ont fait le mauvais choix par contre, hein, mais bon. Comment faire aussi pour que tout le monde ne soit pas dépourvu de droits sociaux, hein, y compris aussi bien les Français qui habitent à Londres et en Angleterre en général que les ressortissants britanniques sur le sol français. Hein. Droit social, c'est-à-dire la Sécu par exemple. La Sécu, voilà, on parle de remboursement médicaux, hein, et le fait de pouvoir se faire soigner sans avoir à avancer trop d'argent. Il y a aussi le cas très spécifique des éventuels Britanniques élus dans des conseils municipaux, parce qu'il y en a, ça existe. On a beaucoup parlé de Manuel Valls qui se présente à Barcelone, c'est un droit garanti par l'Union Européenne, et donc les Britanniques aussi. Et bien donc s'il y a des Français d'ailleurs aussi qui siègent dans des conseils municipaux au Royaume-Uni, il faut qu'ils puissent finir leur mandat, et il faut aussi que les Britanniques puissent finir leur mandat, donc il faut prévoir ce cas de figure, et donc sortir des ordonnances qui règlent ce cas de figure. Et il y a bien sûr toute la circulation des marchandises et des personnes, hein. Tout ça doit être revu, puisque il y a une frontière qui va renaître au sein de l'Europe. Et je ne sais pas si vous avez voyagé, mais quand on voyage et qu'on
passe d'un pays à l'autre, on se rend compte qu'il n'y a plus de frontières en Europe, puisque vous allez en Italie, vous allez en Allemagne, vous allez en Belgique, vous êtes rarement contrôlé. Les douanes sont plus volantes et vous arrêtent. Bah, évidemment, si vous allez à Maastricht et que vous rentrez en voiture avec 4 jeunes, il y a des chances que vous soyez arrêté. Mais en général, sinon, si vous avez une voiture familiale et que vous allez juste en Italie, eh bien, vous n'êtes pas arrêté et pas contrôlé, sauf cas extrême. Et, et ça, on l'a oublié. Et donc, eh bien, ce serait la renaissance d'une frontière dure en Europe. Et donc, il faudrait revoir les règles applicables à cette circulation, à la fois des marchandises et des personnes. Est-ce qu'on a une estimation du nombre d'élus transnationaux qui seraient touchés par le Brexit? Non, j'imagine que c'est quelques dizaines de personnes, c'est pas beaucoup, hein, mais il faut quand même prévoir leur cas, c'est ça le problème, quoi. Est-ce qu'on a du nouveau sur Gibraltar? Nous demande Gaspard. L'Espagne n'a pas de le récupérer. Oui, il y a une provocation de l'Espagne pour récupérer Gibraltar, mais je suis pas sûr que Gibraltar ait très envie d'être récupéré par l'Espagne. Ils ont un statut spécial. Euh, Après, il y aurait une frontière, bon voilà. Je sais pas trop si ça changerait grand chose. Après, si les Gibraltariens, je sais pas comment on dit, souhaitent rejoindre l'Espagne, ça c'est encore un autre problème. Je sais pas ce qui est prévu dans ce cas de figure. Est-ce qu'ils peuvent quitter le Commonwealth et le Royaume britannique pour devenir finalement des sujets de la couronne espagnole et pas britannique? Alors là, vaste sujet. J'en ai absolument aucune idée, quoi. Mais vraiment pas. Je cite un article d'Euronews Vas-y, qui c'est date ton du Euronews. 17 septembre. Les négociations se poursuivent au pas de charge entre l'Union Européenne et Londres Ah, sur faut ce que aller vite, sera là, leur oui. relation après le Brexit. Et parce qu'il y a un délai à tenir, hein, les enfants, attention, hein. 29 mars, je crois. Oui, mais alors sauf que le 29 mars, il faut que ce soit tout fini, bouclé. Voilà. C'est ça le problème. C'est Je, pas que... je finis mon article du coup pour Ah, Gibraltar, mais excuse-moi, je vas-y. laisse revenir Ah, il y après. avait Gibraltar dedans, d'accord. Un dossier à tiroir multiple, parmi eux la question de Gibraltar. En visitant l'Espagne, le négociateur en chef de l'Union Européenne a dit son soutien au gouvernement de Madrid, qui veut profiter du Brexit pour introduire un chapitre sur ce territoire britannique au sud de l'Espagne. Madrid veut notamment des garanties sur l'avenir des Espagnols qui y travaillent et sur la question de récupérer Gibraltar, mais D'accord. Mais des garanties sur les droits des travailleurs espagnols qui C'est vont à logique. Gibraltar, oui, bien sûr. C'est normal, bah oui. D'accord, bah évidemment. Les transfrontaliers, un a gros problème. priori, les négociations se passeraient bien entre eux, Ah bah, au moins un sujet qui se passe bien. a priori. Alors, oui, parce qu'en fait, on parle tout très concret hein, sur le droit, les marchandises. Hein, ça peut, il faut par exemple gérer les risques d'engorgement des camions à Calais ou de l'autre côté, des files de kilomètres de véhicules qui doivent être contrôlés et donc dont il faut assurer la sécurité, évidemment. Donc ça, c'est aussi du changement de, c'est très basique. C'est des grillages, c'est des policiers, c'est des barrières, c'est des nouvelles routes ou des parkings. Enfin bon, c'est pas très sexy, mais si ça se passe, eh bien, il faudra assurer la sécurité de tous ces camions ou en tout cas des espaces de chargement dans le train en cas donc de hard Brexit et si jamais effectivement le Royaume-Uni quitte totalement le marché commun, car ils peuvent aussi trouver un Brexit avec des règles de marché commun adaptées pour continuer malgré tout euh, à commercer avec l'Union Européenne, non pas comme un pays tiers mais comme un pays avec un accord particulier, plus proche de ce que fait la Norvège, mais bon, je suis pas sûr qu'ils veulent la Norvège, puisque, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs Yannick Jadot la semaine dernière, ça voudrait dire en fait, dépendre de ce que décide l'Europe sans avoir voix au chapitre. Ce qui est un peu débile finalement de quitter l'Union Européenne pour ne pas, en disant qu'on ne veut plus s'incliner devant le diktat européen et puis finalement quitter toute voix au chapitre et continuer à en dépendre. Salut Diswan, bienvenue. Nous parlons du Brexit, comme l'image derrière moi l'indique, avec cette très belle carte de l'Union Européenne complètement à jour. Et donc un des points actuellement qui pose problème, bon apparemment c'est pas Gibraltar qui est un détail quand même, c'est bien, donc, le marché commun et aussi la frontière irlandaise. Puisqu'en fait donc la déclaration doit être approuvée au 29 mars et donc ça veut dire qu'il faut, puisque c'est des détails qui doivent être réglés à cette date là, finir bien avant. Et le 29 mars ça arrive assez vite, hein, on est déjà en octobre hein, et tout ça prend du temps. Et je crois d'ailleurs qu'ils voulaient se mettre d'accord d'ici fin octobre, début novembre. Exactement, c'est pour ça que là c'est en train de se presser. C'est ça. Et parce que en fait à partir du 29 mars, eh bien, le Royaume-Uni ne part pas comme ça d'un coup, hein. Il va falloir en fait pendant un an et demi, entre le 29 mars 2019 et le 31 décembre 2020, eh bien, on entre dans une nouvelle phase de négociation qui est une période de transition.
c'est presque 2 ans pour négocier, cette fois-ci, eh bien, les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et là, ça couvre un champ, mais infini, quoi. C'est le droit de commercialisation des médicaments, enfin tout, quoi. Les normes de sécurité électrique. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que eh bien, depuis une cinquantaine d'années, toutes les normes sont européennes pour les Britanniques, comme pour les Français d'ailleurs. Et que donc, eh bien, s'ils quittent l'Union Européenne, il faut qu'ils renégocient tout, et que même eux, à domicile, eh bien, adaptent leurs droits internes eh bien, aux normes. Alors, est-ce qu'ils récupèrent, boum, les normes européennes d'emblée, mais quand même adaptées aux droits britanniques, ou est-ce que ils refont leurs normes? Voilà, ça c'est eux qui vont décider, mais c'est beaucoup de boulot législatif et de négociation à la fois interne au Royaume-Uni, mais ça à la limite ça regarde pas Bruxelles, et aussi entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et là, encore une fois, on va partir vers beaucoup de travail. On n'a pas fini, et Michel Barnier il a du boulot jusqu'en 2020, et ça c'est bien, hein. En tant que peut-être qu'il sera fatigué après le 29 mars et qu'il dira que tout ça c'est pour quelqu'un d'autre et qu'il partira pour une petite retraite bien méritée. Enfin, je sais pas, faut voir. Peut-être qu'il sera commissaire européen. Va savoir. Et oui, Jésus, ça fera beaucoup de paperasse. Heureusement que maintenant on numérise tout ça, hein, même si ça fait donc beaucoup de kilo-octets. Voilà, alors c'était pour un point sur le Brexit, un petit historique et puis les soucis que ça pose. On a même parlé de Gibraltar, ça je m'y attendais pas. J'avais rien noté sur Gibraltar, j'avais même oublié ce petit confetti. Reste de l'Empire britannique, de l'époque où le soleil, tu vois Sylvain, ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. D'accord. Voilà, t'as allé du Canada à l'Inde et en passant par l'Europe. J'aime quand tu me parles de ton enfance. Non, non. À ce sujet, je vous conseille The Crown, hein, qui parle de la période justement de la perte de toute Série cette colonie. télévisée. Une très très belle série Disponible sur Netflix. Netflix. Il faut pas tisser de marque. Avec Claire Foy qui joue très bien, ma foi. Pardon. Oui, excusez-moi, il est 19h30. J'ai le droit d'être un peu fatigué. Non. Alors, je sais pas pourquoi Diswan nous félicite pour la promo grade amiral, mais écoute. Ah oui, merci, oui, pardon. Ok, hello Dead Squirrel et merci pour ton abonnement à Twitch Prime. Faites comme Dead Squirrel, si vous êtes sur Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement à Twitch Prime. À vous, ça ne vous coûte rien, mais à nous, ça nous rapporte autant qu'un abonnement normal. Donc, eh bien, écoutez, faites pareil. La seule différence, c'est qu'il faut renouveler tous les mois, alors qu'avec un abonnement directement sur Twitch, eh bien, c'est renouvellement automatique. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Merci encore à toi, Dead Squirrel. Et This One, eh bien, oui, c'est un grade d'amiral de l'Empire, parce que l'Empire est quand même la seule chose qui soit arrivée bien dans cette galaxie. Après avoir enlevé toute cette vermine Jedi et évacué cette république inefficace. Voilà. Et parlons maintenant du Parlement européen, qui lui n'est pas dissous. Et je vais reprendre Il est un plutôt petit verre. 9 sous. Et en plus, il n'a pas pu réagir à cette parce qu'il buvait. J'ai pu profiter de cet instant de grâce. Une blague écoute, digne du sketch de l'eau ferrugineuse de notre ami. Et là, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Voilà, tant Voilà. pis, c'est dommage. C'est C'est affreux, dommage. je vieillis. Oui. Voilà. Et personne pour m'aider, c'est affreux. Non. C'est affreux. Mérites-tu notre aide? Oui. Non. Oui. Bourville, merci, Kant94. Voilà, enfin quelqu'un qui est gentil. Un sketch du Bourville sur l'eau ferrugineuse qui est très drôle encore après, oh là, au moins 50 ans. Oh là. Au moins. Il est un peu daté, mais il reste drôle. Bref, nous allons pouvoir reparler du Parlement européen. Alors, Maître Loup, une petite question. Est-ce que vous comptez refaire une libre antenne un jour? Eh bien, Oui. Oui, nous comptons refaire une libre antenne. Enfin, ce ne serait pas une libre antenne avec moi, ce sera avec Jean, j'imagine. Mais Oui. oui, ça va arriver. Et ton camp de 94, tu t'estimes vieille, donc ça veut dire que le 94, c'est ton département de résidence et non pas ta date de naissance. D'accord. C'est noté, nous sommes donc voisins. Quand? Eh bien, je n'ai pas de date, et je crois que c'est Moi Jean non non plus. Voilà. Quand Bientôt. Jean sera prêt à reprendre la libre antenne. Voilà, sachant que on n'a pas encore fini la reprise de la saison, que nous avons, comme vous l'avez vu, des nouveaux locaux, un nouveau studio et beaucoup d'installations techniques très compliquées et très lourdes. Et beaucoup de nouveaux partenaires. Beaucoup de nouveaux partenaires, il y a Paperasse, hein, comme on disait Plixena tout à et l'heure. beaucoup de paperasse, et toujours des moyens humains limités. Tu m'arrêtes si je me trompe, Sylvain? Non, mais par contre, je peux t'arrêter parce que c'est pas le sujet de l'émission. C'est pas le sujet, Mais, voilà. Mais bon, en tout cas, au moins nous aurons répondu à la question de l'Auvergnat Relou. Absolument. Bien, le Parlement européen. Eh bien, écoutez, en plus, c'est bien, il est 19h30. On va pouvoir finir sur le Parlement européen, puisqu'on a parlé du Brexit, et nous allons maintenant parler du Parlement européen.
en ASMR. Enfin, je vais le faire un jour. Donc pourquoi parler du Parlement européen? Eh bien, tout simplement parce que c'est évidemment l'objet de cette émission, que c'est l'instance européenne qui sera renouvelée le 26 mai 2019. Notez cette date pour aller voter ou pour vous dire qu'il ne faut pas aller voter. Euh, Pensez à aller vous inscrire sur les listes électorales également. Voilà, j'ai fait mon message Si citoyen. vous le souhaitez. Ah, mais l'inscription c'est bien, il faut le faire au moins. Comme ça, tu peux décider au dernier moment si tu ne vas pas voter. Et tu es pris en compte dans le calcul de l'abstention. Alors que sinon, tu n'es pas pris en compte, tu n'existes pas. Ça peut être un choix. Ça peut être... Oui, ça peut être un choix, exactement. C'est pas obligatoire l'inscription sur la liste électorale. Alors, elle n'est pas obligatoire, mais elle est automatique quand tu es recensé. Oui, ça je. Depuis mes 18 ans, justement, à peu près autour de 2000, c'est devenu automatique qu'à partir du moment où tu étais recensé, tu faisais la JAPD, tu es automatiquement inscrit sur la liste électorale de ton lieu de résidence. Ce qui peut se passer ensuite, c'est que tu peux déménager, ne pas indiquer que tu déménages, et dans ce cas-là, tu vas retrouver radié si ta mairie se reçoit un NPE, si elle n'habite pas à l'adresse indiquée. Et ben donc il te radie, et dans ce cas-là, tu te retrouves non inscrit nulle part, tout simplement. Si évidemment tu continues à être domicilié à l'adresse de tes parents, ce qui arrive souvent pour les étudiants, eh bien tu continues à être inscrit sur le lieu de résidence de tes parents et non pas dans ton lieu de résidence. Et il arrive que des gens continuent à être inscrits chez leurs parents. Et c'est pour ça que parfois ils ne votent qu'au présidentiel et qu'ils ne votent pas pour les municipales. C'est aussi ça qui explique, entre autres, une partie de différence d'abstention, ainsi bien aussi que la perception des enjeux. Est-ce que c'est automatique quand tu vas avoir la nationalité? Oula, alors c'est un point de droit que je ne connais pas. Possible, je ne sais pas. Il faut se renseigner auprès de l'état civil de ta mairie qui saura te répondre. Et de toute façon, quand tu as l'état civil, eh bien, en profiter pour s'inscrire. Voilà, donc pour répondre à la question de Dead Squirrel, eh bien l'émission d'aujourd'hui a parlé du Brexit et du Parlement européen et de son fonctionnement exactement, un peu d'actualité puisque je vais parler de la majorité politique actuelle du Parlement européen et de son fonctionnement actuel, pas de celui des années 70 et 80. Et par contre l'actualité, j'en ai parlé rapidement, je n'avais qu'un point d'actualité un peu saillant de la campagne des européennes en France, c'était Benoît Hamon pressenti pour être tête de liste de Génération. Mais pour l'instant, effectivement, comme j'ai dit en début d'émission, l'actualité de la campagne des européennes est un peu pauvre, non seulement parce que c'est encore loin, que les partis aussi commencent déjà à parler des municipales, donc il y a concurrence, et aussi parce que tout simplement, eh bien, les européennes, c'est une campagne très courte, et que pour l'instant, on ne va pas avoir beaucoup d'actualité, mais que c'est l'occasion de parler du fonctionnement de l'Union européenne, et aussi, dès la semaine prochaine, des autres pays membres de l'Union, dont on pourra parler en détail. Allemagne, Chypre, Autriche, Finlande, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Portugal, vous saurez tout sur ces pays avec lesquels nous sommes liés par les accords de l'Union européenne. Donc pouf pouf, je reprends sur le Parlement. Alors, oui Sylvain, je vais jamais y arriver. Hein. Oui, je suis désolé, mais je lis un article du Sénat, Oui. sur le site du Sénat. En France, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Le vote ne l'est pas, sauf pour les sénatoriales. D'accord, c'est obligatoire, mais tu peux être radié et donc ne pas être inscrit. Hein. Parce qu'on estime à plusieurs millions, je sais pas, 2 ou 3 ou 4, je sais plus, les gens qui ne sont pas inscrits. Par contre, quand on se fait radier, on est censé recevoir un courrier. Eh oui, mais si tu le reçois à ta mauvaise adresse. Oui, mais quand la mairie sait que tu as déménagé, faut qu'elle puisse prouver qu'elle sait que tu as déménagé. Ah ben elle reçoit un NPAI en fait, c'est comme ça qu'il le Pas font. forcément, pas toujours. Oui, alors après t'as des gens qui Je sont me pas suis radiés déjà, mais je qui me suis votent déjà pas. fait radier Ah, dans d'accord. des conditions un peu bizarres. Ah alors je dis pas que ça arrive pas, hein, bon, mais ce que moi j'ai vu, constater, tout ça, c'est que il y a toujours des petits problèmes. Hein. Faut imaginer qu'il y a quand même 45 millions d'électeurs en France, donc évidemment il y a des ratés, hein, c'est normal. Oui, ou des C'est normal. intentions de nettoyer les listes. Après il y a aussi Pardon. des toiles de liste un petit peu abruptes. Ça peut arriver, je te l'accorde. Je te l'accorde. Alors, oui, donc le Parlement européen, et donc j'en parle parce que évidemment c'est l'institution qui est renouvelée le 26 mai européen et 26 mai prochain, 2019, pas européen, et c'est aussi en fait tout simplement la seule instance démocratique de l'Union européenne, directement élue par les citoyens européens, sans passer par les États. C'est simplement la traduction démocratique en fait de l'Union européenne au-delà de la simple alliance entre différents pays. Et pour répondre à Diswan, est-ce qu'il faut s'inscrire sur une liste pour les européennes? Non, il ne faut pas s'inscrire sur une liste. Il faut que tu t'inscrives sur la liste électorale. Alors je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu as 18 ans et que tu n'es pas encore inscrit sur la liste électorale pour diverses raisons, il faut que tu ailles à ta mairie muni d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. Et tu dis que tu veux t'inscrire sur la liste électorale, et bien pouf, tu te retrouveras inscrit pour les prochaines élections. Et en France, comme on a un pays parfois un petit peu archaïque sur certains sujets, eh bien on ne peut s'inscrire que jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça.
Ça serait bien qu'on puisse s'inscrire jusqu'à quelques semaines ou quelques jours avant le scrutin, mais bon, alors ce serait faisable, mais ce n'est pas possible. Voilà, alors donc on va commencer à parler de son utilité la plus concrète. Et salut Perceval, oui, on est là, encore là, jusqu'à 20 heures, toujours vivant, toujours debout. Et pour commencer, un petit point d'actu, on m'a demandé s'il y a de l'actu. Eh bien oui, il y a de l'actu, et de l'actu, oulala, très très chaude, chaude comme un pot d'échappement de voiture. Et oui, car je vais parler de ce que le Parlement fait de mieux en fait dans l'Union européenne, c'est-à-dire le droit environnemental et la protection des citoyens sur les dégradations environnementales. C'est sûrement un des sujets sur lesquels il est plus en avance par rapport aux États, sans doute parce qu'il est moins sensible aux enjeux économiques des lobbies industriels qui vont souvent taper à la porte des exécutifs nationaux. Et dans le cas de la voiture, la France et l'Allemagne sont parmi les États les plus victimes de ce lobby. Et pourquoi? Eh bien parce que simplement il y a une grosse industrie automobile dans ces deux pays, hein. Il y a Renault quand même et Peugeot, Citroën en France, et en Allemagne bah, il y en a beaucoup d'autres, hein, entre Mercedes, BMW, Volkswagen. Ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de salariés et des grosses industries avec des grosses associations patronales qui ont de l'influence depuis parfois plus d'un siècle en fait. Et donc, eh bien, hier, et c'est tout chaud, comme je vous ai dit, le Parlement européen a voté pour durcir les normes d'émissions de dioxyde de carbone, le CO2. Donc là, on est plutôt sur le côté climatique que santé, puisque le CO2, bon, n'est pas trop mauvais pour la santé, c'est plutôt les particules fines qui sont un problème en ville. Mais par contre, sur le climat, le CO2, c'est le gaz qui réchauffe. Et donc, par 389 voix pour et 239 contre, ils ont adopté une résolution pour fixer un objectif de réduction de ces émissions de CO2 de 40% d'ici à 2030, avec un palier intermédiaire de réduction de 20% en 2025. Alors c'est en retrait par rapport à ce qui a été proposé par la Commission de l'Environnement, qui est évidemment plus ambitieuse, qui a été exprimée par le vote, et aussi par la Commission européenne, qui est la Commission européenne qui est l'équivalent, pour faire vite, d'un conseil des ministres. Alors je ne sais pas le ROGAG si l'industrie automobile française, allemande est plus forte que celle de la France. En tout cas, c'est des gros champions nationaux et mondiaux, hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, le plus gros vendeur d'automobiles dans le monde, hein, c'est le groupe Renault-Nissan, mine de rien. Et que ensuite, effectivement, dans les premiers, il y a évidemment Volkswagen, que Peugeot, Citroën est quand même à très très bon niveau européen en termes de vente. C'est des groupes qui allaient pas bien dans les années 2000, mais qui vont beaucoup mieux maintenant. Et entre BMW et le groupe Volkswagen, enfin, c'est des grosses entreprises avec beaucoup d'argent et des grosses ventes en fait, hein. Voilà. Et tout ça pour dire que, à la veille de ce vote, hein, l'industrie automobile a sa grande habitude, hein, et ainsi que la Commission européenne, qui est plutôt pro-industrie. C'est plutôt la traduction des États, la Commission européenne, pour le dire vite, ont exercé des grosses pressions sur le Parlement européen, hein. C'est Karima Delli qui est une eurodéputée ELV, mais qui est présidente de la commission transport à Strasbourg, donc, qui dit que justement elle a eu des pressions à la fois de la Commission européenne et des lobbies industriels de l'automobile. Puisqu'en fait ils estiment que ces objectifs sont trop difficiles à atteindre et qu'ils se contenteraient bien eux d'un petit objectif de 20%, mais pas plus, hein, que bon, bah, ça va bien quoi, hein. Voilà, donc par contre évidemment les lobbies environnementaux et écologistes, eux, sont pour plutôt une version très draconienne de cette réduction des émissions. Et ce vote a lieu au moment du lancement du mondial de l'automobile à Paris. C'est rigolo quand même. Et Nissan c'est japonais exactement, et ça a été voilà, Renault l'avait acheté. Ouais. Puis-je me permettre une petite intervention? Je t'en prie. Alors, a priori, ça se confirme, l'inscription sur la liste électorale est obligatoire, mais la seule sanction consécutive au fait de ne pas être inscrit est de ne pas pouvoir voter. Voilà, la loi française. La loi française, merveilleuse. Merveilleuse, ah oui. Sachant qu'il n'y a, je crois, que 2 pays où le droit de vote est obligatoire dans l'Union européenne, la Belgique et la Grèce. Avec une amende de, je crois, en Belgique, je sais pas en Grèce, hein, mais en Belgique c'est plus de 100 euros quand même, hein. Donc bon, après, est-ce qu'elle est appliquée tout le temps, mais ce qui explique pourquoi aux élections européennes ils ont des taux de participation largement supérieurs aux autres pays, qui dépassent les 80%, alors que dans le reste de l'Europe c'est plutôt 40 voire 15 dans des pays comme la Slovaquie, où ça vote pas du tout aux élections européennes. Ou la France en 2019. Alors la France, ce ne sera pas 15% quand même. On est plutôt autour de 35-40, je pense. Mais on peut prendre les paris quand même. 30-15, ça fait pas beaucoup. On verra. Alors, oui, alors effectivement, Descroix nous fait remarquer que le Parlement européen pourrait revenir sur l'interdiction de la pêche électrique.
Oui, alors est-ce que le Parlement européen est schizophrène? Non, c'est juste que eh bien, tout ça, à chaque fois, ce sont des bâtis. Le Parlement bâtit, et ça va avec son fonctionnement, bâtit des majorités sur des projets. Les majorités au Parlement européen sont beaucoup moins rigides qu'au Parlement français. Déjà, il n'y a pas de majorité absolue pour aucun groupe politique. Et donc, à chaque fois, il faut bâtir sa majorité, aller chercher les groupes politiques pour voter pour, parfois arracher des votes au sein même des groupes politiques en convainquant, je sais pas moi, les députés allemands seulement, et alors que les députés, je sais pas moi, polonais et hongrois vont être contre, et bien les députés allemands de ce groupe par contre voteront pour, ça arrive, ou parfois au sein de la France. Enfin, au sein du groupe socialiste, eh bien, les députés socialistes français voteront contre et les députés allemands socialistes voteront pour. Voilà, il y a des différences de pays comme ça qui peuvent se négocier. Donc les majorités se bâtissent projet par projet et groupe politique par groupe politique et délégation par délégation. Donc c'est parfois éreintant et compliqué. Donc il est possible qu'il y ait un vote majoritaire anti-CO2 pour les voitures, mais que par contre sa majorité ne tienne pas sur l'interdiction de la pêche électrique, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et les pressions ne sont pas les mêmes, et les pays qui ont besoin de la pêche sont pas les mêmes non plus, et les députés européens français, je n'ai pas le détail des votes, j'ai pas été regardé, mais ont pu voter pour limiter les émissions de CO2, et par contre être un petit peu plus, comment dire, relâché sur la pêche électrique, ou en tout cas s'abstenir, estimant que la question n'est pas très importante. Voilà pourquoi on peut avoir à quelques jours d'intervalle un vote très écolo et un vote beaucoup moins écolo sur des sujets très différents, les émissions de CO2 et la pêche. Je t'accorde que c'est lié, et quand on est écolo, on estime que la biodiversité maritime, ça va avec les émissions de CO2, mais pour un député européen lambda qui ne serait pas écolo par exemple, et qui voterait en fonction d'intérêts industriels ou ponctuels, eh bien dans sa tête, pourquoi pas, ça peut très bien se justifier. Voilà, c'est l'explication que j'ai. Après, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est ce qui peut se passer. On posera la question aux invités que nous aurons dans les semaines qui viennent. Exactement, ouais. Notez ça, on essaiera de s'en rappeler. Alors le problème, c'est que c'est pas le Parlement européen qui décide, on n'est pas dans un État fédéral où ce que vote le Parlement s'applique, boum, d'un coup. T'as oublié le mot encore dans... Non, parce que ça va passer pour une prise de parti, tu vois. Je n'ai pas dit encore. Non, ça peut être un pronostic. Un pronostic. Vu la situation actuelle, je sais pas si de notre vivant, nous verrons un Parlement fédéral fort dans l'Union européenne. Après, je me précise, c'est fort. Oui, bon, d'accord. Moi, j'ai plus de temps pour le voir. Et donc, c'est pas le Parlement qui y aurait droit, ou le vilain geste, oulala. Et donc là, en fait, après, c'est les positions étatiques qui ont leur importance. Et il se trouve qu'évidemment, effectivement, les positions françaises et allemandes seront décisives. Et donc, pour l'instant, la position française est encore floue. Et elle défend... Ah oui, le Parlement, ça se situe là, voilà, c'est très bien. Merci. Donc, en fait, les constructeurs... sont allés sur les exécutifs allemands et français pour leur dire que ouin c'était beaucoup trop strict ces nouvelles normes, et donc alors Emmanuel Macron a dîné avec les responsables automobiles français à l'occasion des 120 ans du mondial de l'auto hier, je crois. Oui. Et il leur a dit que bon, alors on va essayer de limiter, mais prenez quand même en même temps des engagements très forts à court terme sur des véhicules dits propres, je mets les guillemets. Et ensuite on est sur un objectif d'émission, parce que de toute façon vous les atteindrez grâce à vos nouvelles voitures électriques ou hybrides qui consommeront moins et qui émettront moins de CO2. Voilà, mais bon, l'Allemagne par contre, là c'est une position très claire et très pro-automobile. Elles sont sur l'Allemagne, donc Angela Merkel défend la position de la Commission européenne qui est beaucoup moins stricte, comme je dis tout à l'heure. Et mais bon, par contre, Angela Merkel a réaffirmé qu'elle a passé un accord le 1er octobre avec des constructeurs allemands pour qu'ils payent eux-mêmes le remplacement des vieux diesels par des véhicules plus propres. Voilà. Donc alors la présidence autrichienne de l'Union européenne, puisque c'est au tour de l'Autriche de présider, ça tourne entre États, de présider l'Union européenne, qui serait un compromis sur 35% de réduction des émissions en 2030 au lieu de 40, et 15% en 2025 au lieu de 25. Une proposition qui serait jugée incompatible des accords de Paris par les associations du rassemblement Action Climat. Et en fait, le Conseil international pour un transport propre, une ONG américaine qui a révélé le scandale du Dieselgate, dont vous vous rappelez peut-être, a fait le calcul. Et bien en fait, pour respecter les accords de Paris, il faudrait qu'on réduise les émissions de CO2 des voitures
d'au moins 70% d'ici à 2030. Donc même la version stricte du Parlement européen ne suffirait pas pour atteindre les objectifs du Conseil de Paris. Voilà, donc il y a encore du boulot, hein, donc c'est bien de voter ça, mais il faudrait dans quelques années voter encore mieux ou que les constructeurs se dépêchent en fait de proposer des voitures plus légères, moins consommatrices de carburant et surtout moins émettrices de CO2. Tout ça va ensemble, hein. C'est pas en continuant à vendre des CO2, des CO2, oula, des 4x4 et des SUV, puisqu'en fait les ventes de diesel chutent à la suite du Dieselgate, mais par contre les consommateurs européens, et notamment français, achètent de plus en plus de SUV et des grosses berlines, voire des pick-up, donc des véhicules beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds que la moyenne habituelle des véhicules, et donc ça se voit dans les rues, ça se voit aussi à la campagne. Les voitures sont plus grosses, plus lourdes, et bien donc elles consomment plus, et tout ça est incompatible avec les objectifs de réduction à la fois de consommation de carburant et aussi de réduction de CO2 et de particules, hein, puisque en ville le problème ce sont les particules. Alors Non, écoute Jésus, le va garer problème un en ville, pick-up. ce sont les vélos. Oui, exactement, qui grille les feux rouges, tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, je te montrerai comment on grille un feu tout à l'heure. J'ai du ciel nous faire remarquer qu'il est difficile de garer un pick-up dans Paris. Alors c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'effectivement des gens ont un pick-up et qu'en plus il y a une petite niche fiscale assez filoute qui se glisse là-dedans, puisqu'ils sont considérés comme des véhicules professionnels et donc exemptés de certaines taxes. Et des gens les achètent comme véhicules personnels, bien sûr. Et comme ils ont un parking privé, eh bien c'est pas un problème. Mais par contre, évidemment, ça prend la place dans les rues et ça consomme beaucoup. Alors le Et problème, c'est pas de effectivement, on en a de garer plus en plus dans Paris. le problème, c'est pas de garer un pick-up dans Paris, c'est de réparer les deux mini qui sont devant et derrière le pick-up une fois que le pick-up est garé. Exactement. Et c'est aussi va rouler en pick-up dans Paris et prendre les petits trucs, quoi. Bon, Ça se fait. c'est étonnant, mais bon. Il y a bien des limousines. Oui, mais bon. Et finalement, c'est moins lourd. Et puis au moins, le pare-choc est moins haut et donc c'est moins dangereux quand tu te fais cogner par ces véhicules. Alors l'histoire du Parlement européen, eh bien tout simplement, c'est l'histoire d'une prise continue de pouvoir accrue, hein. Il n'a pas encore le pouvoir fédéral, mais malgré tout c'est plus que ce qu'il avait actuellement, hein. Vous voyez, il se situe, alors là tu peux ressortir le schéma des pouvoirs, il se situe là en haut à droite, oui en haut à droite, dans un processus de codécision avec le Conseil de l'Union Européenne, qui en fait réunit les exécutifs nationaux, enfin, et les ministres en fonction des sujets traités. Mais son rôle, c'est parce qu'en fait, vous avez le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen qui représentent les États pour simplifier, et en fait, le Parlement européen, pardon, représente lui les citoyens européens puisqu'il est élu directement par les citoyens européens, et c'est ce qu'on va faire le 26 mai 2019. Et son rôle, c'est progressivement renforcé face à ces autres institutions à travers les différents traités depuis 1979, qui est la date du premier du premier Parlement européen, pouf pouf, élu au suffrage universel direct, alors qu'auparavant en fait il y avait bien un Parlement européen, mais il s'agissait de délégations des parlements nationaux qui se réunissaient de temps en temps pour voter des trucs. J'ai pas trop, mais bon, c'est surtout pour discuter. Alors quelles sont ses compétences aujourd'hui? Eh bien écoutez, elles sont principalement consultative, hélas, puisque comme on l'a vu pour les émissions, tout ça peut être balayé et changé par les États et le Conseil justement de l'Union européenne. Et merci Trix1 pour ton resub, 3 mois consécutifs. Merci, merci et merci. Je ferai pas ça pour les 10 ou 11 resubs consécutifs, hein. Merci, hein. Donc ces compétences, ce sont les compétences législatives, hein, adoption des actes juridiques côté des conseils, du Conseil de l'Union Européenne, le Conseil des ministres en fait. Des compétences budgétaires, hein, il établit le budget annuel de l'Union, c'est pas rien, puisque le traité de Lisbonne, ce fameux traité de Lisbonne, a étendu ses prérogatives, hein, en matière de dépenses, grâce à la disparition. Avant il y avait une distinction, mais maintenant on ne la fait plus entre les dépenses obligatoires, qui étaient déterminées par les traités ou par des actes liés au traité, sur lesquels le Conseil de l'Europe avait le dernier mot, et les dépenses non obligatoires, sur lesquelles le Parlement avait le dernier mot. Et donc maintenant, tout le Parlement a le dernier mot sur toutes les dépenses. Alors, est-ce qu'on parle des lobbies l'un entre l'autre? Eh bien, on peut en parler, mais en fait, c'est pas propre à l'Europe, hein. C'est-à-dire que tout pays, démocratique ou pas démocratique d'ailleurs, a des lobbies qui sont simplement des influenceurs, hein, des entreprises, des associations de consommateurs, des associations d'usagers, des associations, des ONG environnementales, des ONG je sais pas, humanitaires, qui ont plus ou moins de moyens et qui en fait font en sorte d'influencer les parlementaires ou les têtes d'exécutif bien sûr, par du travail d'influence qui peut être de l'information, de la discussion, de la rencontre entre ces lobbyistes et les gens qui font la loi.
Et donc, d'ailleurs, on peut parler des lobbies au niveau européen, et ça peut être le sujet d'une future émission, puisque l'Union européenne est plutôt en avance par rapport justement à la France sur l'enregistrement des lobbies. C'est-à-dire qu'on sait quand un député européen rencontre un lobby, on sait, voilà, ils sont enregistrés. Il y a un registre. Il y a un registre, merci, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un registre qui est très récent en France, mais qui est beaucoup plus vieux au niveau européen. Et effectivement, Monsanto, via son lobby qui est au niveau européen, tous les chimistes semenciers sont réunis au sein d'un lobby qui s'appelle, je crois, l'Association de protection des plantes. Oui, on cherche toujours un nom un peu plus positif. Plus puissant que Bloom, c'est vrai. Et ça se voit dans tous les domaines, hein. Les industries ont plus d'argent que les défenseurs, soit des consommateurs, soit de l'environnement. Quand il y a eu la lutte contre les brevets logiciels, que à l'époque j'avais beaucoup suivi, les lobbies surtout des entreprises industrielles américaines comme Microsoft et IBM envoyaient beaucoup de lobbyistes, et en fait c'était par contre les anti-brevets logiciels européens avaient des moyens sans commune mesure, c'était de l'ordre de 1 à 30 quoi, aussi bien en capacité humaine qu'en capacité financière. Donc évidemment ça joue, mais c'est encadré au niveau européen, et au moins on sait qui rencontre qui. Et le problème c'est que ça fait partie du jeu diplomatique, du jeu démocratique, que des réunions d'industriels, de citoyens, d'associations, et cherchent à rencontrer les élus, les législateurs, pour au moins faire valoir son point de vue. Et effectivement, ça peut être choquant que Monsanto rencontre un député, mais pourquoi pas en fait. Le seul problème, c'est quand le député commence à prendre ce que dit Monsanto et n'importe quel lobby, hein, que ce soit l'automobile, les médicaments, les, euh, les semenciers ou n'importe quoi d'autre, hein, on peut dire, je sais pas, le lobby du BTP, pour argent comptant, et qu'il fasse sien les propositions fasse sienne, pardon, les propositions d'amendement. Et ça se voit en France quand vous avez 40 députés qui copie-collent le même amendement qui vient d'un lobby. Voilà. C'est là le vrai problème, plus que le fait qu'il y ait une rencontre en fait. Tu voulais quelque chose à dire, Sylvain? Absolument pas. D'accord. C'est très vrai. Comme tu as tiqué de la bouche, j'ai cru que tu avais quelque chose à dire. Non, je regardais l'heure Qui tourne, avance. et oui, et on va peut-être pas pouvoir finir sur le Parlement européen, hein, mais c'est pas très grave, je vais accélérer un peu et on y reviendra de toute façon, puisque c'est au centre de l'Europe bordel, donc ce schéma on va souvent le ressortir parce qu'il est drôle, et il est, ma foi, assez simple en fait. Drôle. Drôle, voilà, c'est de l'humour de nerd politique quoi. C'est ça. Il a aussi donc des compétences aussi de contrôle de l'exécutif de l'Union Européenne, et ça c'est assez récent, et c'est plutôt bien. Il peut censurer la Commission, alors ça s'est jamais fait encore, mais qui devrait donc démissionner. Et en fait le président de la Commission, depuis le traité de Lisbonne justement, il est élu par le Parlement, et le choix des autres membres de la Commission européenne, donc les commissaires, est soumis à son approbation. C'est-à-dire que il y a ce qu'on voit aussi aux États-Unis, quand pour tous les membres du cabinet présidentiel, et beaucoup et un vice-président éventuellement s'il est renommé pendant le mandat, il a des auditions par le Parlement. Il est mis sur le grill. Alors pour l'instant ça s'est pas encore traduit par une censure. Peut-être qu'un commissaire a pas pu y aller une fois, mais je suis même pas sûr. Il y a eu des tensions sur des commissaires très 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 rétrogrades, mais qui finalement sont allés. Voilà. Le Parlement n'est pas encore allé au bout de son pouvoir. Le Parlement a en fait sur le papier beaucoup de pouvoir, mais pour l'instant politiquement n'a pas encore été capable d'aller au bout de ses prérogatives légales, quoi. Voilà, tout simplement. Il peut aussi poser des questions écrites et orales au Conseil ou à la Commission, et recevoir des pétitions émanant des citoyens européens. Et là, je crois que le chiffre c'est 1 million de signatures, mais issues de... Alors j'ai un doute sur le nombre de pays différents, mais ça s'est déjà fait. Après, ça veut dire que ça va se transformer directement en directive européenne, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a du pantouflage au Parlement où la Commission européenne nous demande d'SQRL 75? Ah oui, il y a des élus qui y vont pour rien faire, hein. Le contrôle citoyen étant très très lointain, il y a beaucoup d'élus qui sont très peu présents au Parlement européen. À la Commission, c'est plus compliqué, hein. Quand vous devenez commissaire européen, c'est beaucoup de travail. On peut pantoufler, mais bon, l'administration travaille, mais je dirais pas que les commissaires font rien. Enfin, je pense pas quand même. On ne donnera pas de nom de députés européens Voilà. qui sont reconnus pour leur absence. Le chat le fera pour nous. Voilà, exactement. Le chat, je t'en prie, vas-y. Le classement est très bien fait. Il y a les bons élèves et il y a les mauvais élèves. Et pour le coup, c'est assez bien partagé par les partis, même si certains partis sont plus habitués de la chose quand même. Et certains ne font plus de pantouflage au Parlement européen depuis qu'ils sont élus au Parlement français. Mais on ne donnera pas de nom.
Parlement européen parce que... Oui, bah ils sont plus là, tout simplement. Oui, Oui. voilà. Parce qu'on peut pas cumuler les postes de parlementaires De tout de Pantouflard. même. Tout de même. Ou de pantouflage, voilà. Il y en a donc qui en profitent pour pantoufler à l'Assemblée nationale. Tout simplement. Et alors politiquement, ça va parler politique quand même, hein, avant de se quitter, là il nous reste quelques minutes. Aujourd'hui du Conseil, l'Union Européenne est un parlement qui est majoritairement à droite en fait. On a un historique de cogestion, hein, c'est-à-dire que depuis 1979, en fait, les sociodémocrates, donc les socialistes, et les sociodémocrates, les chrétiens-démocrates, pardon, représentés plutôt par le PPE, le Parti populaire européen, se sont partagés la présidence du Parlement européen. Donc, pour le dernier mandat, là, ça s'est traduit par Martin Schulz, socialiste allemand, qui a été président du Parlement européen de 2014 à 2017 et qui a laissé son poste mi-2017 à Antonio Tajani du PPE et italien, qui est donc président depuis pour jusqu'à la fin du mandat. Et cette cogestion reconduite, quelle que soit la majorité. Et cette majorité, alors au départ, il y avait un relatif équilibre entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Il n'y avait que 6 pays, hein, c'était plus facile, mais avec l'élargissement et aussi la droitisation de l'Union européenne, les gens votent plus à droite qu'auparavant. L'arrivée aussi de beaucoup d'eurosceptiques dans les pays de l'Est, puis les Français et les Britanniques, eh bien, l'Assemblée du Parlement européen penche beaucoup plus à droite. Et là, vous voyez que si vous ne prenez que le bloc de gauche, qui s'arrête grosso modo à la frange jaune qui représente les députés de l'ALDE, qui est plutôt centriste libéral, eh bien, c'est un tiers de l'Assemblée. Alors que la droite, si on prend depuis les centristes jusqu'à la fin de la partie bleue, représente plutôt un quart, non, je veux dire un autre tiers, mais plus gros. Et sur tout à droite, vous avez les extrémistes. Voilà, et donc bah, il faut bâtir une majorité, ce qui n'est pas toujours simple. Mais pour l'instant, c'est la cogestion entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates qui a prévalu. Voilà. Voilà, et donc vous avez cette majorité là de 750 députés avec une majorité donc avec qui est très diverse, avec la gauche unitaire qui sont les communistes. Tu peux m'agrossir parce que je vois rien en fait. J'ai plus Bon, Le problème, c'est que ça va écraser le reste. oui, ça va écraser le reste. Et bah laisse tomber. Voilà, vous voyez comme moi que c'est très divers. On a parlé. Regardez les couleurs. Regardez les couleurs. Je vais enlever le logo du Parlement européen. Voilà, c'est très bien. Et donc c'est très divers, vous avez de la gauche qu'on va appeler communistes, hein, qui sont les communistes ou ex-communistes de l'Union Européenne, les socialistes qui sont les SOSDEM en fait, simplement, les verts qui sont les écolos, hein, alliés à des autonomistes européens, les centristes libéraux de la LDE, à laquelle va s'allier En Marche, le PPE, le groupe majoritaire, équivalent de les Républicains, les conservateurs et réformistes européens, qui sont eux les centristes de droite plutôt, il y avait l'UDI qui était là-dedans je crois. Et enfin, après, on passe à l'extrême droite, hein, l'Europe de la liberté et la démocratie directe. C'est là où est le Rassemblement national. Ah non, il n'est pas là. Non, il est dans l'Europe C'est des dans Nations voilà. des Libertés. Et l'Europe des Nations et des Libertés, où siège le Rassemblement national et aussi des non-inscrits, où il y a surtout des gens d'extrême droite qui n'ont pas trouvé à s'entendre avec d'autres personnes d'extrême droite, car c'est toujours compliqué quand vous êtes nationaliste de vous entendre avec vos voisins. Fimat qui demande jaune, c'est l'AREM. Alors non, parce qu'il n'y a pas encore de député européen à l'AREM. Voilà, mais c'est pour ça, mais c'est effectivement parce que l'AREM est centriste libéral que c'est la couleur jaune qui a été retenue assez vite en fait en France et que donc tu confonds et c'est normal. Et de toute façon maintenant c'est l'alliance. Le MoDem fait partie de c'était orange. C'était orange. C'était orange. Et oui, non, mais ça fait partie de ce groupe-là au Parlement. D'accord. Excuse-moi. Et est-ce que l'Italie va sortir de l'Europe? Non, je pense pas. C'est pas le projet là pour l'instant. Non, là ils vont être en négociation avec Bruxelles pour faire accepter leur déficit budgétaire, qui est pas énorme mais qui est supérieur à ce qu'ils ont le droit de faire. Donc on va voir ce qui se fait. C'est pas une question de droit, techniquement. Oui, non, mais bon. On en a parlé dans la matinale lundi matin. D'accord, je vous renvoie au replay de la matinale. Très bien. À revoir le replay. Voilà. Et pour finir avec les groupes politiques du Parlement européen, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le générique, il y a les chefs de groupe qui sont présentés. Et comme ça, vous voyez à quoi ressemblent ces eurodéputés qui sont trop souvent méconnus. De Sylvain, et qui est une bonne idée, parce que ce sont des gens qu'on ne connaît pas du tout. Et pour finir sur une blague, eh bien, ce Parlement européen siège dans deux sièges différents. De bâtiments et de villes, Bruxelles et Strasbourg. Donc Strasbourg en fait étant la ville officielle de la capitale européenne en fait. C'est à Strasbourg que se passent tous les votes. Ah mais si tu m'interromps, je vais jamais pouvoir finir. Hein. Ah là, ces régisseurs qui se croient tout permis. Et les députés ne sont présents que pour les plénières, une semaine par mois et encore. Il y en a 12 en fait par an, mais il n'y en a pas l'été.
Et donc c'est un symbole auquel la France est très attachée, aussi les hôteliers strasbourgeois, n'est-ce pas? Mais c'est historique, hein, c'est-à-dire que Strasbourg a été choisi parce que c'est une ville frontalière entre la France et l'Allemagne, deux pays qui ont souffert de la guerre et qui se sont réconciliés. Et une ville aussi qui a été échangée entre deux pays. Donc eh bien, c'était pour ça qu'il avait été mis là. Et c'était aussi le siège de la CECA, la première communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'est pour ça que c'est resté là. Mais est-ce que ça va rester là éternellement? Le débat est ouvert et la France lutte pour que ça reste. Mais même si ça coûte très cher, on verra si le symbole perdurera, tout simplement. Et bien sur ces bons mots, il ne me reste plus qu'à remercier Sylvain pour sa réalisation exceptionnelle. Je tiens à le dire, il boude, mais je l'aime bien. Non, pas du Non, tout. d'accord, tu croisais les bras, j'ai cru. La fatigue. D'accord. Est-ce que l'Angleterre sera présente dans l'élection? Eh bien moi je ne pense pas. Tout est prévu pour qu'il ne le soit pas et les postes de députés européens ont commencé déjà à être redistribués aux différents pays pour que ça se remette en fonction de la nouvelle démographie et que ce soit à jour et que les équilibres soient respectés. Donc ça va être très compliqué de revenir sur ça. Et je pense pas, là, vu ce que dit Theresa May, qu'on revienne sur le Brexit. Aucun vote ne sera reconvoqué. Donc le Brexit, ça va se faire. Et donc on va vivre un truc historique assez particulier quand même. Voilà, what a time to be alive. Je vous dis au revoir. Prochaine émission, eh bien c'est la matinale de Sylvain justement, à Absolument. 8h lundi prochain. Vous pouvez retrouver les replays. Encore merci d'avoir suivi et l'Europe Bordel. Je vous retrouve jeudi prochain à 14h30 pour Party Time. D'ici là, bon vendredi, bon week-end. Salut!